Enfin, pirater, c'est légal. Radiopirate.com auront le Prime tout, mais même le live, vous allez avoir pas mal de stock pour vous divertir, pour s'en aller vers officiellement le week-end, même si on l'a lancé. Nous autres, officiellement, 24 heures avant tout le monde, avec l'aubergiste hier. Mr. White est salué. Mon nom est Jeff Fillion. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on va voir Alex, le geek pirate, qui va être avec nous autres. Oui. Ce sera pour finir le live, entre autres. On a Nicolas Gagnon de contribuable.ca qui va être là pour parler encore une fois du budget, parce que c'est une bombe qu'on a eue cette semaine, carrément. C'est vraiment une bombe qu'on a eue cette semaine. Donc, Nicolas, qui fait partie de la génération des plus jeunes, va être avec nous autres pour voir comment lui voit ça, mais c'est surtout aussi avec son œil parce qu'il participe à sa manière, avec son organisation. Il était même présent lors du dévoilement du budget, donc à huis clos. Donc, il va nous en parler dans les prochains instants. Et on aura également une boîte à PIDS avec le chum Jerry. Et par après, si vous êtes membre de Radio Pirate, puis je vous invite à le faire si jamais vous ne l'êtes pas, allez sur radiopirate.com. La première semaine, elle est gratis. Notre chum Carlos de Punisher va être là pour le Freestyle Friday. Et on aura le Belou. Oui, on parle toujours de UFO. On a toujours un UFO News à chaque vendredi. Et c'est un sujet qui allume beaucoup de monde. Moi, je fais partie des sceptiques, mais ça allume beaucoup de monde. Ça allume beaucoup de monde, il faut le dire. Puis, c'est ça. Puis là, à cette heure qu'on a commencé ça, on ne peut plus le lâcher, tu comprends? Parce non, on peut pas arriver. On peut pas arriver une semaine puis dire qu'on le fera pas. Ça peut pas, là. Faut le continuer. Non. Puis il fait ça avec, je dirais, avec sérieux. Là, puis beaucoup de pirates interviennent. Habituellement, Denis Inderjet est avec nous. Là, il est à la Barbade, donc pour son travail. Bien difficile, le job de même, bien tough. Donc, Denis, notre pilote d'avion, a dû amener son jet du côté de la Barbade, donc il ne sera pas avec nous autres cette semaine. Mais on aura un excellent UFO News pour les gens qui sont avec nous autres sur la version Prime, la version membre de Radio Pirate. Tu dois faire vite avant de j'ai pas un sujet, j'ai quelques sujets. Juste vous dire que vous savez qu'on ne fait pas partie des gens ici où on fait semblant que la COVID n'est pas arrivée puis qu'on tourne la page. On ne tournera jamais la page. Jamais il faut oublier ce moment-là. Jamais. Il y a des choses dans l'histoire qu'on ne doit pas oublier puis qu'on doit se remémorer pour toujours. D'abord parce qu'il y a des choses écœurantes qui se sont passées, mais aussi parce qu'on ne veut pas que ça se répète. Donc, ne jamais oublier les gens qui essaient de vous faire croire qu'on doit mettre la COVID de côté. Mais ça, ce sont des gens qui ont embarqué dans le bandwagon de la gang d'incompétents du gouvernement qui vous a fait vivre une vie misérable pendant 2 ans et demi à vous et à vos enfants, à vos relations sociales, de famille, etc., etc. Donc, les gens qui font ça, on sait c'est qui? C'était les collaborateurs du gouvernement. C'est eux qui veulent qu'on tourne la page. Hey, passez à autre chose, on est rendu ailleurs. Non, on sait pourquoi ils veulent qu'on tourne la page. Parce qu'ils veulent qu'on oublie quel genre de collaborateurs ils étaient. Et les autres au gouvernement ou les médias le font pour la même raison. Mais je peux vous dire une affaire. Les médias, quand ils se rappellent les millions de dollars qui tombaient dans leur compte de banque, ça, c'est quand ils vous disent qu'on est rendu ailleurs et il faut tourner la page. S'il y en a une gang que c'est zéro vrai, c'est la gang des médias parce que demain matin, la COVID revient et ces gens-là sont heureux comme ça se peut pas. Il arriverait des centaines de millions dans les comptes de banque des différents médias du Québec. C'est que je veux juste vous dire une affaire vite, OK? C'est le journal The Guardian, OK? The Guardian, donc en Angleterre, qui a révélé une nouvelle étude. Puis il y a des gens qui vont nous dire « Ah, mais il y a une autre étude qui va dire l'inverse. » Mais là, ça commence à sortir. À chaque semaine, on a des histoires qui nous démontrent que tout ce qu'on nous a raconté, c'était de la grosse merde. Et là, qu'est-ce qui passe au cash cette fois-là? On le savait. La COVID longue. La COVID longue. La COVID longue. Moi, j'ai entendu parler de ça par des gens proches de moi à un moment donné. J'en revenais pas. Je me suis dit, regarde, ferme ta boîte. C'était n'importe quoi. Il n'y avait rien qui justifiait les médias d'utiliser ces termes-là. Il n'y avait rien dans la science qui justifiait les différentes santé publiques à travers le monde d'utiliser cette affaire-là. Encore une fois, on a graissé épais.
Ça n'existe pas, la COVID longue. On le savait parce que moi, à chaque fois que quelqu'un me disait « Ouais, je pense que j'ai la COVID longue », moi j'utilisais cette phrase-là pour rire. À chaque fois que j'avais quelque chose, je disais à ma blonde, on dirait que j'ai la COVID longue. Mais c'était n'importe quoi, c'était pour rire des clowns. Et quand on demandait, mais sont où les études qui nous montrent que la COVID longue existe? Est-ce que je suis capable de voir que la COVID longue existe dans un test? Est-ce que je suis capable de la voir dans une prise de sang? Ou encore, comme beaucoup de maladies un peu douteuses que les gens qui peuvent prendre des congés ont utilisé dans les dernières décennies, dépression, burn-out, etc., etc. On sait qu'ils pouvaient utiliser ça habituellement, beaucoup plus des employés de la fonction publique qu'un opérateur d'une PME. C'est drôle, hein? Les gens qui ont des petites PME n'ont pas le temps d'avoir la COVID longue, mais des gens qui ont une convention collective qui leur permettent d'avoir beaucoup de congés de maladie, eh bien, eux, ils pognent, là. C'était comme ça. C'est un hasard. Ouais, mais The Guardian nous dit... D'après moi, la rougeole longue s'en vient, là. Ah oui, la rougeole longue s'en vient. Ah oui. La rougeole longue, ça s'en vient, c'est sûr. Puis ça, de ce qu'on apprend de The Guardian, c'est que il n'y a pas rien... Tu sais, tu peux avoir une grippe qui dure. Tu peux avoir... Il y a des fois des sinusites non traitées qui vont vous amener vers un long processus pour revenir en forme. Très long, très dur. Et là, tu te sens comme fatigué tout le temps. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas mal comme l'influenza. C'est pas mal comme un autre virus. Des fois, ça s'étire, puis ça vous amène avec un peu de fatigue. Donc, tout ce que les médias vous ont raconté, avec du monde qui se plaignait, « Ah, moi, depuis que j'ai la COVID, je file pas, je suis pas capable de retrouver mon énergie. » C'était de la bullshit. Donc, je tenais à vous le dire pour vous faire passer un bon week-end. Encore une fois, les conspis avaient raison. Donc, on est content. Bon week-end à vous autres. Encore un autre petit trophée à mettre sur votre tablette de votre salon. Vous en avez plusieurs, hein? Vous avez beaucoup de trophées. Il commence à vous manquer de doigts pour mettre vos bagues de championnat. Mais regarde, bravo à vous, vous êtes tenus debout. Et le temps vous donne de plus en plus raison sur à peu près toutes les causes connes. C'était vraiment con. Toutes les causes connes qu'on a essayé de vous faire avaler. Donc, une autre victoire pour les sceptiques. Une autre victoire pour les conspis. Donc, la COVID longue, bye, ça n'existe pas. Je reviens sur le budget parce qu'on va en parler avec Nicolas Gagnon tantôt. Mais je reviens sur le budget parce que ce matin, il y a un texte de Mario Dumont. Mario Dumont, c'en était un amoureux de la COVID. C'est quelqu'un à qui je ne pardonnerai jamais sa position pendant la COVID. Ça fait partie des... Tu sais, un gars comme Richard Martineau, un genre de roseau comme il a toujours été dans toute sa carrière. C'est pas le genre de gars qui me surprend bien de jouer d'un bord et de l'autre dans une patente. Un gars comme Mario Dumont, qu'on a appuyé avec l'ADQ, qu'on a cru pendant l'ADQ. J'ai eu plusieurs déceptions avec Mario, mais celle de la COVID, je ne m'enlèverai jamais. Donc, c'est très, très rare que je vais cliquer sur un article de Mario Dumont, mais j'ai reçu les screenshots de quelqu'un qui m'a dit... Et au début, je ne savais pas c'était qui. Il a fallu que je pose la question de savoir qui a écrit ça, parce que je ne le voyais pas avec les photos. Et j'étais surpris de savoir que c'était Mario Dumont. Donc, quand Mario Dumont nous parle de gouvernement, de temps en temps, il y a un genre de flamme qui se réallume chez Mario. Ça peut arriver. Tu sais, ça peut arriver pour Mario. Et quand il redevient quasiment adéquiste, et on a comme l'impression des fois qu'il pourrait même fitter dans l'équipe de Éric Duhaime avec le Parti conservateur du Québec. Je vous dis ça. Et probablement que demain, il va faire un autre texte et il va complètement démolir une autre affaire. Puis je vais vous dire, ah ben là, je me suis trompé. Mais des fois, il y a comme des flashs. Comme des flashs de ce qu'il était avant. Puis on se dit, oh, ben finalement, peut-être que TVA, Québécois, n'a pas complètement transformé notre homme. Mais c'est des flashs. Donc, rappelons-nous ça. Mais Mario Dumont a... Écoutez, c'est des affaires que moi j'ai déjà exprimées. Je ne sais pas si je l'ai fait sur le live ou sur le Prime, mais si vous êtes pirate, vous avez sans doute écouté notre gang.
Puis on vous a sans doute dit ce que Mario Dumont écrit ce matin dans le journal. Et encore une fois, je sais que dans les pirates, il y a des profs, il y a des conjoints ou des conjointes qui nous écoutent puis que leur chum ou leur blonde sont profs. OK? Faut pas mettre le chapeau tout le temps, mais il faut voir ça dans une affaire globale. Parce que moi, je veux dire, je vous l'ai dit encore cette semaine, c'est pas possible qu'on ait, parce que quand on a vu le budget, c'est pas possible qu'on ait donné les conditions salariales à nos employés avec de l'argent emprunté. Tu sais, je veux dire, parler à n'importe quel opérateur d'une business, ça peut pas arriver, tu comprends-tu? Ça peut pas arriver, mais c'est un principe de base. Ce que Mario Dumont dit dans son article, c'est que Éric Girard a manqué de couilles. Éric Girard, pendant la négociation, était contre le fait qu'on allait payer les employés avec de l'argent emprunté. Et ça, c'est une paie récurrente. Là. C'est pas un bonus, c'est une paie qu'on va payer à chaque année, là, et puis qui va augmenter à chaque année. Donc, on n'aura pas réglé ce problème-là, d'après moi, avec un surplus d'argent qui va nous arriver par, je sais pas moi, un cadeau de l'Arabie Saoudite, tiens toi. Mais ça n'arrivera pas, ça. Non. Donc, Mario Dumont nous écrit ce matin que Éric Girard aurait refusé. Et il aurait même menacé de démissionner et de ne pas signer le budget si on donnait des augmentations à nos employés et qu'on devait prendre de l'argent emprunté pour payer ces augmentations-là. Pour moi, c'est un scandale terrible. Je le sais que si je m'adresse à un employé, il va me faire un long discours. On travaille fort, on mérite des meilleures conditions, tu sais pas de quoi tu parles. Je sais tout ça, je sais que c'est ce que vous allez me dire. Mais pensez-y 5 secondes. Pensez-y 5 secondes. On ne peut pas... C'est une phrase qui est de tous les temps, là. Je ne peux pas te donner l'argent que je n'ai pas. OK? Je ne peux pas donner l'argent que je n'ai pas. Bon, il y en a d'autres qui vont dire, bon, l'erreur, c'est pas d'avoir donné les bons salaires, l'erreur, c'est de ne pas avoir coupé ailleurs pour récupérer l'argent qu'on donne pour de meilleurs salaires. Arrêtez, là. OK? Arrêtez cette affaire-là. Là. Arrêtez cette réflexion-là. Ça n'arrivera jamais qu'on va couper des employés. Quand on engage, quand on ouvre des postes, si vous pensez que l'éternité n'existe pas, elle existe quand on crée un ministère, quand on crée un organisme, quand on crée une job. C'est pour l'éternité. OK? Donc, il n'y aura pas de coupure de poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas payer ce que les gens demandent. Oui, mais ils vont faire la grève. Ils font la grève. Ils font la grève. On ne peut pas leur donner ce qu'on n'a pas. Et Mario Dumont a ce flash-là. Puis là, Mario Dumont dit, ce qu'on a déjà posé comme question, il dit, ils nous ont promis ces employés-là, parce que vous savez qu'il reste les infirmières. Les infirmières vont passer à la même place que les profs. Mm-hmm. Ça va finir qu'il y a des catégories d'infirmières, donc dans leur ancienneté, surtout dans celle le paquet du milieu. Il y en a qui vont frôler le 30 % d'augmentation de salaire. Pour les gens qui sont infirmières ou infirmiers, c'est une excellente nouvelle. Mais pour la collectivité, c'est une faillite assurée. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. Et les profs nous ont dit pendant la négo, parce qu'au début, ils nous ont dit qu'ils faisaient ça pour sauver le système d'éducation. Ils faisaient ça pour nos jeunes. Et on a vu des pancartes que Jerry a postées sur les réseaux sociaux récemment. Je pense que c'est la semaine passée. Il a mis une pancarte où les infirmières nous disent « Payez-nous comme vous devez nous payer, puis vous allez voir qu'on va vous donner un service incroyable dans le réseau de la santé. » Bien, ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois que les profs ont été récompensés avec de l'argent qu'on n'avait pas et personne ne parle d'améliorer le système d'éducation. C'était de la bullshit de négociation et la seule affaire qui comptait, c'est la paye et le compte de banque. Vous allez avoir... Mario Dumont pose la question. Pensez-vous sincèrement qu'une fois qu'on aura payé nos employés des augmentations de salaire, comme c'est du jamais vu, ça n'existe pas nulle part en passant. Est-ce que vous pensez sérieusement que
nos écoles vont se mettre à bien aller? Pensez-vous sérieusement que le système de santé va se mettre à rouler? Parce que souvent, on frappe sur les médecins. Hein. On frappe sur les médecins, c'est eux qui gagnent le plus d'argent. Puis, ils ne sont pas comme représentés par un drôle de syndicat, puis on aime ça frapper sur des gens qui gagnent plus cher. Donc, c'est comme plus facile de frapper sur les médecins. Mais je connais plusieurs médecins spécialistes, et dans les opérations qui sont annulées, puis qui sont remis, puis qui sont attendus depuis un an et demi, puis que là, la personne est là avec un kit vert dessus, puis on a commencé à donner une petite pilule, puis on y annonce à 8h15 qu'il n'y aura pas d'opération, puis qu'on va la rappeler dans un avenir assez proche, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois pour reprendre. Et la raison pourquoi il n'y a pas d'opération, c'est pas parce que le médecin, le crise de médecin qui gagne trop cher, n'est pas là. C'est parce qu'il y a des infirmiers ou des infirmières qui ne sont pas rentrés. OK? Est-ce que vous pensez qu'avec les nouvelles conditions, est-ce que vous pensez qu'on va faire toutes les opérations quotidiennes prévues? Pensez-vous que ça va se mettre à rouler? Pensez-vous que tout va être parfait? Pensez-vous que vous allez plus attendre à l'urgence? Non. Le système de santé, vous le trouvez dégueulasse en ce moment? Il va être épouvantable dans 6 mois. Il va être encore pire dans 1 an. Il va être terrible dans 2 ans. OK? Et malgré ça, on aura payé nos employés comme ils nous ont demandé des pays et on n'aura rien de ce qu'on devait avoir en échange. Donc, Mario Dumont se pose la question, et en fait, il vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'à surpayer nos employés avec de l'argent que nous n'avons pas, qui crée le plus gros déficit de l'histoire du Québec? Ça, c'est des taxes et des impôts qui s'en viennent, là, pour nos enfants surtout, là. Donc, c'est une dette. La dette brute du Québec, c'est 3. Allez sur le compteur de l'Institut économique de Montréal. Ce matin, on est rendu à 322 milliards pour une province de 9 millions de personnes, avec pas de monde ben qui gagne de l'argent là-dedans. Là. On a des millions de personnes qui ne paient pas d'impôts. Donc, comment on fait se sortir de là? Bien, on a choisi qu'on se bouchait les yeux, puis qu'on faisait un dernier party, et que les gens dans la machine allaient se donner un dernier petit coup avant de partir. C'est carrément dégueulasse ce qui s'est passé cette semaine. Mais tu sais, un déficit de même, là, tu vois pas venir ça, j'imagine, dans le dernier mois avant le budget. Hein? Ben, il y a 3 mois avant, il le voyait à 3-4 milliards. Il a fini à 11 milliards, puis on sait que ça va finir à 14-15 milliards. Ça, c'est une projection, ce déficit-là. Là. C'est pas le moment. Ça, c'est ce qu'il projette dans le futur. Mais ça ne finira pas à 11. Mais pour continuer ce que tu disais tantôt, là, il reste qu'il y a 1 an ou 1 an et demi passé, les députés se sont quand même donné une augmentation de 30 % eux-mêmes. Ils se sont peinturés dans le coin bien raide. Ben oui. Est-ce qu'ils sont meilleurs, eux autres aussi? Sont-ils meilleurs? Eux autres sont pas meilleurs. Eux autres sont pas meilleurs. Puis sais-tu quoi? L'heure est tellement grave que les députés de la CAQ auraient dû dire on baisse, on enlève notre augmentation de salaire puis notre compte de dépenses. Certain. C'est là où on est en ce moment. Et tu as raison. Ils se sont peinturés dans le coin pour cette négociation-là. Il n'y avait plus aucun pouvoir de négocier avec les gens. Regarde, c'est une erreur. C'est des erreurs de junior comme ça se peut pas, là. Comme ça se peut pas. Donc, écoutez bien, Éric Girard a voulu peut-être démissionner avant. Jamais il voulait que ce soit son budget. Les gens le sentent soulagé. Il devrait probablement quitter dans les prochaines semaines. Ils vont donner ça à quelqu'un qui n'est pas économiste, qui n'est pas financier, qui n'a pas d'expérience. On nous dit que c'est Mme Labelle ou Lebel. Donc, elle n'a aucune formation en finance. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est la même chose à Ottawa. On a une journaliste à Ottawa qui est ministre des Finances. Donc, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Imaginez-vous, un gars qui est formé pour faire ça et n'a même pas son mot à dire dans une négociation. Puis elle était là au Conseil du Trésor. C'est elle qui surveille la sacoche. Elle aurait dû dire organisez-vous comme vous voulez, ça finira par des grèves. Mais moi, dans ma sacoche, j'ai pas d'argent pour ce que vous voulez offrir aux employés. Je ne l'ai pas. J'ai pas cet argent-là. Là. Je n'ai pas cet argent-là. Donc, on est tous embarqués là-dedans. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui gagnent, mais vous perdez en même temps. Vous perdez. Vous êtes dans une province qui est financièrement, en tout cas, aux yeux de plusieurs, techniquement en faillite. Là. C'est carrément ça. On est rendu qu'on paye nos employés avec de l'endettement. Et vous n'aurez pas une meilleure province. Vous n'en aurez pas une meilleure province. Ça n'ira pas à se mettre à bien aller. C'est sûr que ça n'ira pas mieux. Donc, c'est un peu scandaleux ce qui est arrivé. Moi, regarde, je veux le répéter, là. OK? Si on fait des choix où on bâtit des barrages à tonnes sur toutes les cristis de rivières qui restent, tu sais, Dupuis, là,
Ben moi, regarde, tes rivières, là, je les exploite au maximum. Tu fais une crise de cœur s'il faut parce que tu vas avoir de la peine. Là. Mais dis autres, il faut, à un moment donné, être dans le green, puis il faut utiliser les forces qu'on a. On vend de l'électricité, on sort le gaz naturel, on prend des décisions, entre autres, de faire du Québec un genre de paradis fiscal pour les entreprises, où les entreprises ne paieraient plus d'impôts, seulement une TVQ sur leurs achats de biens et services, qu'ils n'auraient plus de remboursement dessus, comme c'est l'est actuellement. Donc, plus d'impôts sur leurs gains, un paradis fiscal au nord pour les entreprises. Il nous arriverait une tonne d'entreprises, on aurait une tonne d'énergie à leur donner, à leur vendre, pour qu'ils viennent s'installer ici. On aurait un genre d'explosion économique. Donc, on sort le gaz, puis peut-être on sort, on donne un coup de pelle, puis il sort du pétrole. Il sort des milliards, donc des millions de barils de pétrole. Je rêve, là, OK? Ben, si les pauvres me demandent 200 000 par année, s'ils sont bons, on va leur donner. C'est pas une question de ça. Et tout le long, parce que je me suis fait reprocher par beaucoup de pirates ma position pendant la négociation. Mais là, vous le voyez pourquoi j'étais contre. Puis si vous ne le comprenez pas là, ben vous faites partie du problème. Vous faites partie du problème de tout ce qu'on pointe depuis des années qui ne fonctionne pas. Ouais, mais ma femme, elle travaille fort. C'est rien contre ta femme. Je le sais qu'elle est bonne. Puis, regarde, elle vaut probablement 250 000 par année. C'est pas le point. Le point, c'est qu'on a une province qui est hyper taxée. Tout le monde est pogné à gorge. Et on a des dépenses de fou et on a une machine qui coûte trop cher. Il nous manque de cash pour donner ce que les salaires que nos employés demandent. C'est très simple. C'est très simple. Savez-vous quoi? Moi, je regarde le salaire que ma compagnie me donne. Je pense que je vaux 5 fois plus que ça. Juste la marde que je mange, ça vaut 5 fois plus le salaire que j'ai. Mais je suis pas capable de me le donner. Si tu veux que je fasse. Pas capable de me le donner. Je pourrais mettre les abonnements à 55$ par mois au lieu de 13$. Il va en rester combien? Tu sais, je veux dire... Tu pourrais ajouter une taxe? Je pourrais me créer ma propre taxe. Oui. Une taxe pirate. Oh oui, ben oui. Ben oui, mais voyez-vous que, tu sais, à un moment donné, la réalité nous rattrape. Et c'est quand, pendant la négociation, je vous le dis, j'ai eu du beef, là. J'ai eu du beef de beaucoup de pirates, OK? Puis, j'espère qu'ils sont encore là aujourd'hui. J'espère qu'ils ont finalement compris. Mais ce que je vous disais, OK? Puis qui était dur à percevoir au moment de la négociation. On l'a vu cette semaine, que cette histoire-là, c'est un suicide collectif, OK? C'est un suicide collectif. On n'avait pas l'argent pour signer ces ententes-là. On n'a pas l'argent pour signer ce que les infirmiers et les infirmières demandent. Ça n'a rien à voir avec vous autres, OK? Je vous souhaite, les infirmiers et les infirmières, c'est vous ce que je vous souhaite? Je vous souhaite que Cleveland Clinics vienne s'installer au Québec. Je vous souhaite que la patente Mayo s'en vienne au Québec. Les 2 meilleurs hôpitaux du monde qui opèrent des centaines et des centaines et des centaines de centres hospitaliers à travers le monde. Je vous le souhaite, OK? Puis que vous ne travailliez plus pour ce boss incompétent et intransigeant. Il n'est pas bon. Je vous le souhaite. Et je vous souhaite que ce nouvel employeur-là, qui est Cleveland Clinics, qui viendrait opérer nos hôpitaux, vous donne 15 000 $, 20 000 $ de plus que vous ayez là, avec des meilleures conditions. Puis tout ce que vous demandez, en fait, je vous le souhaite. Parce que beaucoup le méritent. Quand on est malade et qu'on a des bons soins, vous le méritez tout. Sauf que, désolé, c'est... Tu sais, le Père Noël n'existe pas, là. Le Père Noël n'existe pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore réalisé que le Père Noël, c'est une frime, là. C'est une invention pour vendre des cadeaux, là. Ça n'existe pas, là. Donc, c'est plate. Mais c'est ça. Donc, on en parlait avec Nick, mais il y a des choses qui arrivent qui sont... Puis, je fais juste une ouverture vite. Parce que j'ai vu que les gens commencent à avoir de la traction sur le projet C-63 à Ottawa sur la liberté d'expression. Et je vois que peu de gens suivent ce dossier-là. Très peu de Québécois suivent ce dossier-là qui... Tu sais, des fois, il faut s'en occuper avant que ça arrive.
Parce que quand ça arrive, il est trop tard. Là, on les a signés, les ententes. C'est pendant qu'on négociait qu'on avait à se parler. Puis je sais que c'est tough. Moi, je ne m'empêcherai pas de parler. Je ne m'empêcherai pas de dire ben là, vu que j'ai des centaines de pirates qui sont soit dans le système de santé, soit profs, ou que leur femme est prof, ou qu'on ait une pirate femme, puis son chum est prof, que Jeff va s'empêcher d'être Jeff. Ben non. Mais c'est pendant qu'on est dedans qu'il faut s'en... Là, il est trop tard. Là, il est trop tard. Projet de loi C-63 de Trudeau pour vous mettre en prison. Ça peut vous mettre en prison avant que vous donniez des commentaires négatifs sur une organisation ou sur quelqu'un sur des réseaux sociaux. Juste que quelqu'un vous dénonce, et dit il y a une possibilité que cette personne-là dise des choses qui sont inacceptables sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, eh bien, le gouvernement peut vous arrêter. Vous allez dire, voyons, ça se peut pas. Ben, c'est le projet de loi qui est là. C'est le projet de loi qui est là. Je veux dire, on peut le laisser aller, on peut se fermer en boîte, on peut pas s'en occuper, puis dire, regarde, ils s'occuperont de ça. Mais une fois qu'il va être passé, il va être passé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'occuper des choses avant qu'elles arrivent. Je sais que des fois, c'est plate pour des discussions, c'est plate. Tu sais, tout le monde veut... Moi, je veux donner plein de gros salaires à tout le monde, je veux donner les meilleures conditions à tout le monde. Mais à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui paye. Et à la fin de la journée, il y a un budget qu'on doit tenir. Puis là, on a vu qu'on a des incompétents et des dangereux comme la CAQ. Et ces gens-là ont signé des ententes en n'ayant pas l'argent, en ayant cherché de l'argent à 5,5 % de taux d'intérêt pour payer des salaires. Excusez-moi, mais dans un monde normal, on appelle ça du vol. Et on appelle ça, c'est criminel. Ce sont des gens qu'on devrait déposséder de leur REER, déposséder de leur maison. C'est des gens qu'on devrait carrément arrêter. C'est des gens qui prennent de l'argent qui n'existe pas pour se faire aimer. Pour se faire aimer. Pour se faire aimer. Donc, voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui, Mr. White. Gros stock aujourd'hui. On y va déjà. C'est qui après nous? On y va avec la boîte? Avec Nicolas. Non, c'est Nicolas. Après ça, la boîte. OK. Après donc, ça, on commence avec Nicolas. On fait une suite avec ça. Donc, Nicolas qui, d'après moi, il va être craqué aussi. Donc, Nick s'en vient ici même sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Bon vendredi. Radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Tabarouette, j'ai pensé à Nicolas Gagnon. Nicolas, t'as quel âge exactement? Hein? 30. Combien? J'ai 30 ans. T'as 30 J'ai 30 ans. Tu sais, c'est 26 de plus que moi. Ça paraît pas tant que ça. Mais je veux dire, le budget du Québec, c'est plus ton budget que mon budget. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est Absolument. un budget qui va influencer toi, ta blonde, tes enfants. Tu sais, mes parents, eux autres, là, à 80 ans, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand tempête qui peut changer leur confort. Là. Mais plus on est jeune, et plus de voir que le modèle qu'on vous laisse... Tu vois, quand ils nous l'ont comme prêté, là, ils nous ont dit, regarde, on a fait de quoi, là, puis on vous embarque là-dedans. On regarde ça, on dit, c'est quoi cette merde-là? Mais là, on est pogné avec depuis tout le temps. Et là, ce qu'on vous donne, c'est une ruine. Là. C'est une province. En tout cas, je sais que j'utilise ça, bien là, c'est un peu exagéré. Je le dis pareil. C'est une province, à mes yeux, qui est techniquement en faillite. Me trompes-tu? Ben, honnêtement, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu apocalyptique, mais pour vrai, le scénario il est quand même en train de se dresser tranquillement. Quand on regarde là, les dépenses du gouvernement, il n'y a aucun ralentissement à ce niveau-là. Faut voir que tu sais, le déficit là, qu'on s'est fait présenter mardi dernier. Je veux dire, c'est pas le dernier déficit d'ailleurs, c'est 11 milliards, mais il y en a d'autres qui nous attendent. En fait, au cours des 5 prochaines années, on va accumuler 32 milliards de déficit, pardon, 35 milliards de déficit supplémentaires. Ça, c'est ce qu'on va rajouter sur la carte de crédit des générations futures, c'est ce qu'on rajoute sur la dette. C'est ce qui va faire en sorte que, au fur et à mesure, on va perdre cette marge de manœuvre pour pouvoir prendre soin de nos infrastructures puis des différentes missions de l'État. Mais oui, si on continue comme ça,
Éventuellement, on va se retrouver dans une situation où est-ce qu'on n'aura plus du tout les capacités, je veux dire, de faire quoi que ce soit au Québec. Que ce soit d'avoir un système de santé qui est fonctionnel déjà, qu'il l'est presque pas. Là, quand on regarde l'accessibilité, les files d'attente, l'attente pour les chirurgies, tout ce genre de choses-là, on s'entend que peu importe l'argent que tu peux investir là-dedans, c'est le modèle qui fonctionne pas. Et malheureusement, le gouvernement, dans la présentation du budget, tout ce qu'il a montré, là, c'est on allait continuer. C'est le fameux slogan «Continuons». Ben, c'est exactement ce qui s'est présenté dans le budget. On va continuer à dépenser davantage. On n'a aucun plan pour retourner à l'équilibre budgétaire. Finalement, cette notion-là, qui est pourtant une notion très, très, je veux dire, de base, là, on parle d'une notion comptable, ce qui est assez particulier quand on a autant de comptables au gouvernement, mais on manque complètement, je veux dire, la notion de ramener un équilibre là-dedans. Donc, il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire, il n'y a pas d'allègement fiscal pour les contribuables, il n'y a pas de nouvelle stratégie pour réduire les dépenses, réduire la lourdeur bureaucratique. Non. Monsieur Éric Girard, il s'est présenté à la conférence de presse du budget en disant ça, c'est un budget responsable. De faire le plus gros déficit de l'histoire du Québec en termes de dollars courants, là, ça, pour lui, c'est responsable d'investir massivement, de rien changer dans le système et de penser que ça va s'ajuster de soi-même avec la croissance économique parce que tout va se régler comme ça. Honnêtement, c'est la même chose que dit Justin Trudeau en 2015, quand il a dit qu'il allait faire des déficits modestes et que ça allait se rééquilibrer par soi-même. On est rendu avec le même discours tant au fédéral qu'au Québec et on n'a plus aucune logique ni aucune volonté à mettre de l'ordre dans ces choses-là. Et oui, au final, je veux dire, on peut parler aux gens qui sont peut-être plus jeunes, effectivement, les gens de 30 ans et moins. Je veux dire, déjà qu'on fait partie de la génération qui, honnêtement, j'ai pas espoir d'avoir une retraite plus tard. C'est pas dans mes ambitions ni dans mes projets de vie, mais je me le mettrais pas comme objectif si c'était le cas. Puis j'encourage personne de mon âge à penser à sa retraite. Perdez pas votre temps avec ça n'arrivera pas. Mais aussi, on a perdu espoir d'avoir accès à une maison, de devenir propriétaire. Et là, on va se retrouver dans une situation où, vu qu'on n'aura pas de retour à l'équilibre budgétaire, on va avoir un État de plus en plus lourd, de plus en plus endetté, et au final, on va payer plus de taxes et d'impôts pour rembourser ces factures-là, des factures qui ont été laissées dans un budget irresponsable qui va laisser place à d'autres budgets irresponsables par la suite. Donc, honnêtement, je suis sorti de ce huis clos budgétaire-là. Je veux dire, pour mettre les choses au clair, je suis rentré là à 10 heures le matin. Le huis clos budgétaire, là, c'est assez particulier. Tu rentres là, tu vas rejoindre ta salle avec soit des groupes socio-économiques, soit les médias, soit les fiscalistes, peu importe, et tu n'es plus connecté avec le monde extérieur. Tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus d'Internet. Et donc, jusqu'à 16 heures. Et pourquoi 16 heures? Parce que c'est là que le ministre des Finances fait son budget, fait la présentation de son discours du budget à l'Assemblée nationale. Avant ça, il n'y a personne qui peut sortir aucune information. Je rentre là à 10 heures. J'ai le budget entre les mains à 10h10, puis à 10h15, j'étais en bas de ma chaise. Là. Et je veux dire, pour une rare fois, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas juste des groupes, mettons, de droite, si on peut dire ça de même, ou des groupes qui ont à cœur la question là, d'une saine gestion des finances publiques. Il y avait vraiment même des groupes plus à gauche, autant parmi les fiscalistes que les groupes socio-économiques. Qui disaient, eux autres, ils savaient que leur rêve de train tout partout, puis de patente green, puis eux autres, ils voyaient là, que ça vient de prendre une méchante drop. Là. Mais c'est surtout qu'on a un déficit majeur, puis pourtant, tu te dis, mais tout ce qu'on a de plus là-dedans, c'est une volonté de réinvestir massivement dans les deux principales missions de l'État, l'éducation et la santé. T'as rien d'autre, là. Je veux dire, c'est pas comme si on avait créé le plus gros déficit de l'histoire du Québec, puis on avait dit, OK, mais on s'en va construire un des plus gros barrages. On va faire Daniel Johnson 2, ou on va faire le troisième lien, puis on va faire un autre projet d'infrastructure XYZ. Puis je dis pas que nécessairement... Toutes les routes du Québec seraient modernes, style 2024, comme partout ailleurs. Les écoles sont neuves, les hôpitaux sont refaits, etc., etc. Mais il n'y a rien là-dedans, là. Non, il y a absolument rien. Puis pour vrai, les seules petites mesures auxquelles on s'attaque, par exemple, pour essayer de réduire ne serait-ce que les dépenses gouvernementales, bon, il y a eu quelques petites affaires comme par exemple les subventions aux compagnies de jeux vidéo. Ça, il y a des petites coupures là-dedans. On coupe dans le programme Rouler vert pour les subventions aux voitures électriques. C'est une semi-bonne nouvelle, mais en même temps, on sait que c'était incohérent de maintenir ce programme-là, sachant très bien qu'en bout de ligne, on allait manquer d'électricité à partir de 2027. C'est drôle parce que le programme, il prend fin en 2027. Mais il n'en reste que c'est des petits nananes qui ont presque aucun impact sur, je veux dire, l'ensemble des dépenses du gouvernement qui augmentent. Puis quand on regarde le rythme de croissance des dépenses versus le rythme de croissance des revenus, les dépenses augmentent 2 fois plus rapidement que les revenus.
Donc ça, c'est un problème qui fait partie de ce qu'on appelle le déficit structurel au Québec auquel on est supposé s'adresser depuis des années, puis on essaie d'amener aucune correction. Donc tout ça fait en sorte que ces problèmes-là se perpétuent. On investit massivement dans des structures qui sont toujours mal organisées. De toute manière, la santé et l'éducation, je vais être dommage. Vous mettez 5 milliards, vous mettez 10 milliards là-dedans, ça ne changera pas grand-chose. Et là, la plupart des montants qui ont été investis dans ces deux structures-là, c'est dans les salaires. C'est pas, on va pas construire un nouvel hôpital pour 11 milliards. Là. On va juste augmenter les salaires des gens qui travaillent là-dedans. Mais il y a 3-4 choses qui me dérangent beaucoup puis qui vaut la peine d'être mis en parallèle par rapport à ça. Le nombre de fonctionnaires. Parce que, tu sais, on en parle souvent, mais tu sais, ça vaut la peine de faire peut-être un portrait de où est-ce qu'on va être rendu d'ici 1 an avec le dernier budget. Ils vont rajouter, ça c'est dans leur projection, 7 800 nouveaux fonctionnaires dans l'année qui s'en vient. De même. Puis ça, c'est dans la projection la plus conservatrice. Si on fait le calcul par rapport au nombre de fonctionnaires que Legault a créé depuis 2018, ou plutôt les postes ou les équivalents temps complet, on est rendu à 80 000 nouveaux fonctionnaires en 2018 et 2025, soit le prochain exercice financier. Donc, ça, je vous demande une chose. Est-ce que vous trouvez qu'avec l'ajout de 80 000 postes dans la fonction publique québécoise, vos services sont améliorés en termes d'accessibilité et en termes de qualité? C'est pire pense qu'avant. pas, parce que c'est la même question qu'on se pose au fédéral. Au fédéral, depuis 2015, on a augmenté de 40 le nombre de fonctionnaires. Personne au Canada va me faire croire qu'il est mieux servi en ce moment grâce à l'ajout de 40 de fonctionnaires qu'il l'était en 2015. On peut me dire la même chose au Québec par rapport à notre système de santé et le système d'éducation, mais si on va plus loin que ça maintenant, au niveau de la dette, entre le moment où est-ce que Legault est arrivé au pouvoir, c'est environ 200 milliards la dette nette. Si jamais il ne se représente pas ou il perd ses élections, puis il se retrouve à l'opposition, puis il démissionne en 2026, la dette va avoir augmenté de 65 milliards. Là, je vous pose la question, pour 65 milliards de plus en dedans de 6 ans, 7 ans, 8 ans, mettons, là, qu'est-ce qui s'est amélioré concrètement au Québec? Là? Parce que c'est énorme, 65 milliards. Là. Moi, 1 milliard, je ne sais pas quoi faire avec ça. Là. C'est genre 100 000 par jour que tu dépenses pendant 25 ans, puis il te reste encore un peu de fonds de change en bout de ligne. Les 65 milliards, puis aucune amélioration là-dessus. Et ça, je pense que c'est un point intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on interpellait le gouvernement sur la question de la dette, on se faisait dire c'est pas grave la dette parce qu'on a un ratio dette-PIB qui est intéressant. Ça veut dire que la croissance de l'économie est plus rapide que la croissance de la dette. Ça, c'était leur argument pour dire c'est pour ça qu'on passe bien devant les agences de cotation et c'est pour ça que c'est pas si grave la dette du Québec. Sauf que dans le budget, ils ont démontré que dans leur projection, l'écart dette-PIB, le ratio dette-PIB, il va augmenter parce que la dette augmente, mais on a un ralentissement de l'économie. Surprise. Ça fait quand même juste 2 ans qu'il y a des drapeaux rouges à droite et à gauche qui parlent d'une récession mondiale, d'un ralentissement de l'économie aux 4 coins de la planète, mais au Québec, on était super optimistes. On pensait l'éviter parce qu'on pensait être meilleur que tout le monde. Et au final, les Américains ne semblent pas y aller, puis les Québécois le sont. On est carrément dans une situation de récession. Puis le pire, c'est que le ministre lui-même l'a dit durant sa conférence de presse, durant le huis clos budgétaire, qu'on avait traversé une année de récession, puis que la 2024, du moins les 6 premiers mois, allait être l'équivalent d'une récession. Mais ils font tout pour ne jamais dire qu'on l'est réellement, alors que tous les signaux sont là, clairement, pour démontrer que ça va pas bien pantoute. Mais on double down sur les dépenses. On n'a aucun plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. En 2023-2024, on avait un plan. Je dis pas que c'était un bon plan, mais il disait on va réduire de 1 milliard par année le déficit, puis il va disparaître en 2027-2028. Puis on avait réussi à nous livrer des baisses d'impôts et une réduction du déficit l'année dernière. Donc, tu sais, c'était quand même un bon budget en 2023. Puis là, on arrive, finalement, il n'y a plus de plan. On va vous donner un plan en 2025. C'est carrément ça qui est écrit dans le budget. On vous dit, regardez, vous êtes dans la dèche là, pour les prochaines années. On est dans le rouge au moins jusqu'en 2030, au minimum. Fait que, ça va être une décennie dans le rouge. Et, by the way, si vous voulez un plan pour savoir comment est-ce qu'on rééquilibre les finances publiques, surprise, vous allez devoir attendre 1 an. C'est complètement irresponsable. Par contre, si je peux vous dire une chose, c'est au moins un point positif par rapport à tout le budget. C'est une petite victoire pour la Fédération canadienne des contribuables parce que ça fait partie des recommandations qu'on pousse depuis plusieurs années. C'est la mise en place d'un comité de révision des dépenses gouvernementales. C'est pas grand-chose, je le sais. Est-ce que tu vas être dedans?
Honnêtement, Parce on que espère... Magali Picard risque d'être dedans. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème. Oui. Nous, ce qu'on espère, c'est que les groupes socio-économiques comme nous, l'Institut économique de Montréal, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, bref, ceux qui se battent pour les contribuables et pour une gestion saine des finances publiques, eux, nous, on espère être invités. Les groupes socio-économiques sont supposés être invités. Par contre, j'ai l'impression que ça va être un petit peu réservé aux parlementaires qui vont faire la révision des différents budgets ou des différents portefeuilles des ministères. Et des syndicats. Ouais, mais c'est ça. Et des experts d'université. Es-tu Mohawk, toi? Hein? Es-tu un Mohawk? Non, c'est pas mal. Ça vous prend un Mohawk ou un Huron dans le bureau? C'est ça que ça vous prend. Moi, j'ai passé. Moi, j'ai payé Ancestry pour checker ma blonde. Parce que je cherchais quelque chose. Là. Elle n'a pas de sang. Ça prend soit quelqu'un de ces communautés-là pour être sûr d'avoir une chance d'être dans un comité semblable, ou encore tu mets un monsieur, madame. Mettons que tu te mets une perruque blonde avec des souliers à talons hauts, un peu de rouge à lèvres, peut-être qu'ils vont te rentrer dedans. Ils n'aimeront pas ça, là. Mais ils vont être quasiment obligés un peu de le faire. Parce que là, Magali Picard, quand elle a dit ça, là, la fille du village Huron, elle dit, j'espère qu'ils vont m'inviter là, pour aller parler de vérifier les dépenses, faire le tour de tout ça. Là. Les syndicats veulent être là-dedans. Là. C'est exactement comme si on mettait comme enquêteur un pyromane pour trouver qui c'est qui a mis le feu à Chibougamau. Là. Oui, puis surtout qu'on va se dire franchement, c'est en bonne partie à cause d'eux. Peut-être pas à cause d'eux directement, mais c'est eux qui ont profité du déficit qu'on vient de voir apparaître. C'est à cause des concessions qui ont été faites par le gouvernement au Fonds commun. Selon les chiffres qu'on a, ça devrait coûter environ 15 milliards de dollars aux contribuables au courant des 5 prochaines années. Donc, c'est environ 3,2 milliards par année environ là, que ça revient au final. Donc, un peu plus que 15 milliards, mais il n'en reste que c'est eux qui en profitent le plus. Puis là, ils veulent s'inviter à l'entour de la table pour dire, écoutez, peut-être qu'il n'y en a pas assez qui a été dépensé. Parce que le truc, c'est que nous, quand on se rendait au huis clos budgétaire, je ne sais pas si ça avait passé dans les médias, mais il y avait toute une manifestation du Front commun syndical devant le Palais des Congrès de Québec. Parce que selon eux, je veux juste vous le rappeler que autant nous, on n'est pas satisfaits parce qu'on est en train de sacrifier les générations futures puis leurs finances, puis ça ne sera pas beau plus tard, que ces gens-là ne sont pas satisfaits parce que selon eux, il aurait fallu dépenser encore plus. Le déficit n'est pas satisfaisant à leurs yeux. Puis ça, c'est grave. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Donc, moi, de mon côté, j'ai vraiment travaillé pour qu'on soit invité à cette table-là. J'ai une petite stratégie en passant parce qu'il n'y a pas juste le gouvernement qui invite les groupes à participer aux différentes tables de travail. Il y a aussi les partis de l'opposition qui ont une capacité à inviter d'autres groupes et se faire imposer au gouvernement. Ça va être la stratégie. Je connais quand même des bons députés au Parti libéral qui ont fait des bonnes sorties d'ailleurs, qui ont fait des bons commentaires lors du dépôt du budget par rapport à ce qui a été fait et ce qui avait été laissé par leur gouvernement versus ce que Legault en a fait par la suite. Parce qu'on se rappelle d'une chose, Legault, quand il était élu, il y avait un surplus budgétaire de 7,4 milliards de dollars devant lui. Le plus gros surplus de l'histoire du Québec. Puis là, on est rendu avec un déficit qui était encore plus important que celui qu'on avait durant la pandémie. Puis le déficit durant la pandémie, c'était le plus important de l'histoire du Québec à ce jour. On a réussi à le battre. Mais tu sais, au moins, durant la pandémie, on avait une excuse. L'économie était en confinement. Il y avait plein de gens qui avaient perdu leur job. Les entreprises faisaient faillite. Tout le monde dépendait de l'aide de l'État. C'était pas beau à voir, mais ça justifiait un peu le déficit. On comprend qu'un déficit, ça va arriver dans des circonstances exceptionnelles, en temps de catastrophe ou dans une guerre ou peu importe. Mais là, on est rendu à un déficit monstre. Puis je veux dire, l'économie est au ralenti, on comprend. Puis on fallait dépenser plus pour les différentes missions de l'État. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui justifie la situation actuelle. Puis tu as le gouvernement qui nous fait croire que ça, c'est responsable. Écoute, je vous souhaite d'être sur le comité. Ça prend des gens qui, justement, comme vous le faites, qui vont surveiller le pouvoir d'achat. Puis moi, j'ai peur à des taxes, j'ai peur à des impôts supplémentaires. Je sais que Girard n'a pas voulu le faire dans ce budget-là parce qu'il veut partir là puis donner l'odieux à la personne qui suit d'arriver avec ça. Mais écoute bien, il faut que vous soyez là parce que là, les syndicats, eux, vont être là. Les groupes de pression qu'on connaît vont être là. Et tous ces gens-là, c'est comme si... C'est comme si Saint-Hubert engageait l'haïtien, le barbecue, là, qui fait cuire du monde, qui les mange. Oui. Je veux dire, à un moment donné, il faut enlever ce monde-là du buffet parce que m'a dire de quoi, il n'y aura pas une coupure qui va se faire. Au contraire, il y aura plus de déficit que jamais. Qu'est-ce que tu penses? On le sait, on a parlé tantôt des boomers. Puis je te dirais que de plus en plus dans ma tête, je commence à le dire, ça fait un bout que je me retiens,
Mais je le dis de plus en plus qu'il y a de plus en plus de X qui sont devenus des boomers. Donc, plus il y a de X qui prennent leur retraite de bonheur et qui étaient dans la fonction publique, plus ces gens-là se comportent exactement comme les boomers, très égoïstes dans le sens que « Ah, ben moi, j'ai mes affaires, je ne veux pas remettre rien en question, je ne veux pas briser ma sécurité, je ne veux pas briser tout ce que j'ai gagné pendant toute ma vie. » Donc, ces gens-là, ils se sont exclus. Mais la triste nouvelle là-dedans, c'est que si on prend... mettons, la moitié des X, puis tous les boomers qui sont encore en vie, on a quasiment 30% de la population, si ce n'est pas un peu plus. Et ces gens-là ne veulent aucun changement malgré qu'on est dans un chaos économique. Le reste, il y en a plein là-dedans qui ne sont pas au courant, ça ne veut pas de pantoute de qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'y a aucune volonté dans la population, d'abord, de gens qui voient qu'est-ce qui se passe, ça, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune volonté de changer les choses, malgré que ce monde-là voit comment ça se passe dans les écoles, voit comment ça se passe à l'hôpital, roule sur des routes qui sont défoncées, que tout ce qui regarde, c'est le symbole. Il y a des gens qui... La photo que je vois plus souvent pour montrer le symbole du chaos québécois, c'est les places où on arrête de faire pipi ça à 20, là, les haltes routières. Oui. Ça, c'est le symbole numéro 1 que les gens voient. Mais malgré ça, il n'y a pas de volonté dans la population d'un changement majeur, d'un changement de cap. C'est le petit train-train continue à rouler, puis bof, 11 milliards ou 5 milliards. Parce qu'il n'y a pas de chômage, parce qu'ils sont encore capables d'écouter Netflix, parce qu'ils ont encore le téléphone dans leurs mains, etc. Il y a un genre de confort qui, moi, me dérange un peu. Comme être content de perdre, ça m'énerve. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Puis ma première réponse à ça serait de dire que c'est un peu dû à l'influence d'un autre chef d'État au Canada, du nom de Justin Trudeau. Puis pourquoi je fais ce parallèle-là, c'est que on s'est habitué au fédéral d'avoir quelqu'un qui dépense comme ça n'a pas de sens, qui fait des déficits, puis qui a doublé la dette, qui augmente la fonction publique. Et on dirait que les gens, ça va passer 10 pieds par-dessus la tête déjà à ce moment-là. Puis là, quand c'est François Legault qui le fait de son bord, encore une fois, on n'a plus aucun problème. On dirait qu'il y a eu une normalisation de ce laisser-faire. Puis quand je dis un laisser-faire, il y a le laisser-faire en économie où est-ce qu'on n'intervient pas, ce qui est une bonne chose. Mais là, c'est le laisser-faire du gouvernement qui laisse faire les finances puis qui se dit c'est pas si grave que ça si on continue à accumuler davantage de dépenses plus que de revenus, puis on a des plus gros déficits, puis la dette et tout ça. Et le gros problème, c'est qu'au final, c'est que tu n'as pas le choix de donner un coup de barre pour ramener de l'ordre. Donc, on va se retrouver devant une situation très particulière. Soit on fait des coupures, et ça, c'est l'affaire qui est la moins populaire. Il n'y a personne, puis ça, c'est un gros problème, il n'y a personne qui veut voir ça, des coupures. Il n'y a personne qui veut voir des gens perdre leur job. Il n'y a personne qui veut perdre leurs acquis, entre guillemets. Donc, ils vont toujours être plus portés à être en faveur d'une augmentation, par exemple, de la fiscalité. Donc, plus de taxes et d'impôts pour rééquilibrer les finances. Malheureusement, puis comme on parlait tantôt des fameux syndicats, c'est possiblement ça qui risque d'arriver si jamais c'est ces gens-là qui ont le monopole de la discussion alentour d'un comité de révision des dépenses, parce que ces gens-là s'opposent à la dernière baisse d'impôts. Ils accusent la dernière baisse d'impôts d'être responsable du déficit actuel, ce qui est complètement lunaire. Là. C'est all of this world, ça fait aucun sens d'utiliser cet argument-là, mais il y a des gens qui s'insurgent encore par rapport au fait qu'on a une baisse d'impôts. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est générationnel ou culturel ou autre, mais il n'en reste que c'est pas normal que pour une simple baisse d'impôt de 1% sur les 2 premiers paliers d'imposition, une baisse d'impôt qui est arrivée pour une première fois en 20 ans, on a encore des gens qui font une levée de bouclier puis qui blâment ça comme c'était le plus gros problème au monde. Donc, ça démontre que le changement de culture il est très important et il risque d'être long parce que quand il faut qu'on défende une baisse d'impôt et qu'on est encore les plus imposés et taxés en Amérique du Nord, puis il y a des gens qui sont en mode non. Il va falloir qu'ils comprennent que le problème du Québec, c'est trop de dépenses et trop de taxes. C'est très simple, là. C'est très, très, très simple. Regardez les États. Moi, regarde, je vais faire, puis je finis avec ça, Nicolas, je sais que tu as d'autres choses à faire. Mais regardons ce que Mr. Wonderful, un gars que j'adore. Kevin O'Leary, qui est à Shark Tank, qui est invité à CNN, qui est invité à Fox Business, qui est invité à Fox, qui est invité également au Canada, puis qui donne des commentaires tellement le fun à écouter. Il dit il y a des États losers, puis il y a des États winners. Donc, et comme par hasard, les États qui gagnent actuellement en Amérique du Nord, ce sont les États où l'imposition est bas, où les dépenses sont contrôlées à l'os, où l'État se contrôle de faire le minimum, tout l'inverse du Québec. Et
si on regarde les États losers, quand on parle des États, moi, le mot province m'a toujours énervé. Donc, État-province, /province, on comprend de quoi on parle. Donc, dans les 60 qu'il y a en Amérique du Nord, les États les plus losers, dont le Québec fait partie, c'est un des top 5 des losers, c'est justement les États les plus démocrates, les plus social-démocrates, les plus à gauche, les plus dépensiers et les plus taxeux. Ces gens-là perdent en population. Le Québec est chanceux. L'unilinguisme fait que les gens demeurent. Ils sont pris là. Si jamais les gens étaient bilingues, il resterait probablement 4,5 millions de personnes et il y aurait 8,5 millions en Alberta si les gens étaient bilingues. C'est ça qui se serait passé. Mais là, en étant captifs, on est pris là. Mais je veux dire, il faut que les Québécois comprennent ça. Je comprends que ta femme est infirmière. Je comprends que ta fille est prof. Mais quand je te parle, tu es quelqu'un de droite. Si tu es quelqu'un de droite, ça prend moins de dépenses, moins de taxes, moins d'impôts et un petit gouvernement. C'est le seul moyen de s'en sortir. Il n'y en a pas d'autre. Absolument. Puis, tu sais, pour venir sur la question du Québec, on est la place qui taxe le plus. On est la plus lourde bureaucratie au Canada quand on se compare avec toutes les autres provinces. On est aussi le gouvernement qui dépense le plus par capita. Et au final, on est aussi la province qui a le plus haut niveau d'inflation présentement. Il y a un parallèle à faire entre les dépenses gouvernementales et la réduction du coût de la vie. En fait, l'augmentation du coût de la vie, en fait. Tant aussi longtemps qu'on va maintenir des dépenses et des taxes aussi élevées, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à avoir une abordabilité dans la vie de tous les jours. Puis je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé au Manitoba récemment. Un gouvernement néo-démocrate, il faut le rappeler. Eux autres, quand ils ont suspendu, quand ils ont coupé la taxe sur l'essence, là, ils ont observé dans les 2 mois qui ont suivi une baisse de l'inflation. Donc, les taxes ont un rôle sur l'inflation, les dépenses gouvernementales ont un rôle sur l'inflation. Et au Québec, les hausses de salaire démesurées aussi. Oui, les 30 d'augmentation de salaire à l'Assemblée nationale jusqu'aux augmentations pour le Front commun, puis que ce soit pour la SQ ou pour les bodyguards ou pour n'importe qui en ont profité. Quand François Legault et la CAQ ont décidé de passer ce projet de loi-là pour augmenter leur salaire de 30 ils ont ouvert le bal pour toutes les autres et on va en payer le prix pour une décennie. Nicolas Gagnon sur, je partais pour dire Twitter, sur X. Donc, il est là, vous pouvez le suivre. Toujours intéressant, Nick, en passant sur Twitter. Et contribuable.ca pour voir tout ce qu'ils écrivent parce qu'on a besoin de vous autres. On a besoin. Je sais que Renaud n'est plus avec vous. C'est toi qui as remplacé Renaud. Mais Renaud est maintenant à l'Institut économique de Montréal. Renaud a fait une superbe job également cette semaine. Donc, on est chanceux de vous avoir. Donc, lâchez pas et on espère que vous allez être présents lors de ce meeting-là pour revoir toutes les dépenses avec le gouvernement. Ça prend des gens comme vous autres. Sinon, une gang à gauche est très, très, très dangereux. Merci, Nick. Ça te fait plaisir. Merci. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. 3, 2, 1. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Jerry, la boîte à pizza. La boîte à pizza. La boîte à pizza. Alors, là, j'ai... non. Pourquoi je ris? Parce que le jingle pour partir les boys, là... Carlos est avec nous autres pour la boîte à... Il est extraordinaire. Oui. Parce que Carlos va être dans le Freestyle Friday tantôt pour les gens du Prime. C'est un job extraordinaire de Mr. White, ce jingle-là. Puis comme on sait que Jerry est à moitié européen, dans notre livre, ben oui. Jerry est à moitié européen, là. On le sait. Là. Ben oui. Lui, j'allais dire, il est pattes assez larges pour en mettre une en Europe et une en Amérique du Nord. J'ai une de chaque bord. Entre les deux. C'est ça. Entre les deux. C'est ça. Il y a un pied dans chacune des places. Toi, t'as la flaque d'eau entre les deux jambes. C'est ça. Mais exactement. La voix de la petite madame... Vous savez que, moi, des scénarios de films, j'en ai pas mal dans ma tête, là. Oui. Puis là, c'est parce que je m'imagine la belle petite Européenne qui parle avec le beau petit décolleté, puis super belle gentille, avec sais que c'est un robot? belles lèvres. Non. Non, Okay. non, pas là-dedans. Pas ma game, là. C'est un robot, là. C'est ça. Non. C'est ça qui est plate aujourd'hui. Les pirates, imaginez-vous que c'est une belle petite Européenne avec un beau sourire qui vous sert sur le bord de la plage. Yes. C'est accent, ça que ça me fait penser. Des fois, un accent français. Moi, j'aime beaucoup les accents. Que ce soit en anglais, en n'importe quel. Quand il y a un accent spécial, tu sais. Ouais. Mais l'accent français pour une femme, c'est extraordinaire.
Ça, moi, c'est drôle, l'accent français, pour moi, je vois du poil en dessous des bras. Puis elle sent le croton. Non, arrête. Toi, t'es cave. Hein? Ça, c'est... Comme à l'aéroport, quand on arrive, puis il y a un vol de la France qui arrive, ça sent-tu le croton? Ça elle lève le bras, puis là, t'as une moufette qui est morte en clan. Moi, quand je fais une entrevue, avec une fille. Il n'y a pas juste une moufette. J'exagère. La fille, elle m'appelait Géry. Ah oui, Géry. Géry! Bonjour, Géry. Bonjour, Géry. Alors, Géry. Alors, moi, j'étais là. Géry est tellement venu rouge. Non, si je l'aime. Okay. Géry. Géry. C'est mon Géry. Mais c'est proche de chéri. Ben, c'est très proche. C'est très... Oui, mon exactement. Chéri. C'est parce que je vais faire une confidence. Toute mon idée qui part là-dedans, c'est parce que j'ai commencé Super Sex sur Netflix. Oh boy, OK. Avec Rocco Siffredi. Connais-tu Rocco? Non. Oui, Rocco, c'est la méga star homme dans les films de sexe. Ah si, il connaît tout, lui, maintenant. Non, mais moi, j'aime pas les méga stars hommes dans les films de sexe. Non, c'est parce que tu regardes les filles avec qui est, puis c'est correct. Là. Non, c'est ça, je sais il y a bien, des filles. Demandez-moi pas de connaître un gars star dans un film porno, là, je connais pas ça, moi. Non, c'est Rocco. Il y a Ron Jeremy, c'est parce qu'on riait de lui parce qu'il était lettre, là. Non, mais c'est parce que Jeff, tous les Européens savent qui il est. Ils sont très louches, les Européens. Il a été sur toutes les plateformes possibles parler. Ben toutes oui. les plateformes, il les a tout faites. TV5, il les a tout faites. Là. Tout le monde connaît. OK, c'est le genre de... On a un nous autres qui fait... non, on a un nous autres qui s'en va, c'est dans les podcasts de même parler de cul tout le temps. Là. Ouais. OK, donc... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que l'autre, c'est un junior. Oui. Lui, tu parles... C'est un senior. On va dire comme Jerry, c'est le top en Europe. C'est une grande star là-bas. Là. Ah, c'est une star, c'est un Italien. Le gars, il est connu. Il n'y a pas un Européen qui ne connaît pas Siffredi. Il n'y en a pas un. Tout le monde le connaît. Sort partout, puis le monde court après pour des autographes. Là. Ben oui. Ouais, c'est n'importe qui. beast. Non. Oui, c'est la bailloche, oui. En plus... Ben, c'est sûr, c'est King de film de cul, parce que... Ah oui, mais, je peux pas. Non, c'est ça. Mais c'est parce que... Je vais en parler dans le Freestyle Friday, mais oui. c'est parce que... Quand tu choisis ces acteurs de films de cul, là, la seule affaire qui monte, c'est ça. Ah oui, ben c'est culotte. Quand tu vas voir la série, que 7-8 épisodes, tu vas comprendre. Ouais. Oui. C'est juste ça, là. Oui, c'est... Parce qu'il y en a qui sont lettres à jouer avec, là, si tu veux. Pourquoi ils montent ça? Mais lui, il n'est pas lettre, lui. Non, il n'est pas lettre. Non, il paraît bien. Parce que la majorité des gars d'un film de cul sont laids, là. Oui, mais lui, il paraît bien. Pas les Européens. Donc, tu dis, c'est pas le look, c'est pas nécessairement... Ils n'ont pas tous des abs. Même souvent, il y en a qui ont des petites bedaines. Tu te dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là, petite bedaine de même avec une belle femme comme ça? C'est quoi? C'est parce que Christy, il y a un engin de 14 pouces. C'est parce que... C'est ça. Lui, il a une shape... Non, un gars en forme, là, il n'y a pas de bedaine, mais il a une shape normale. Il n'y a pas des abs, mais il est cut. Mais c'est parce que quand il se baisse les culottes, c'est un fait de l'air beaucoup plus gros pour sa grosseur à lui. Okay. C'est ça. Ouais. Mais on le voit dans la série. Il y a des affaires. Non, ça s'appelle Super Sex. Il commence. Parce que là, moi, j'ai fini hier... voyons, comment ça s'appelle... la patente de golf, là. Donc là, je me cherche une nouvelle série. Oui, j'ai presque fini ça aussi. Très bon. Très, très bon. C'est quoi? Je pense que c'est leur meilleur. C'est leur meilleur. Ah oui, c'est leur meilleur. Ah oui, c'est vraiment leur meilleur. Il y avait le drama de Liv, là, un peu. Oui, mais tu sais, toute la patente de la Ryder Cup. Puis, c'est des joueurs qu'on aime. Là, Justin Thomas, Ricky Fowler, c'est tous des gars qu'on aime. Des gars qui avaient une saison de cul. Des gars qui avaient une saison de cul. Si tu t'offres le golf? Si tu t'offres le golf, c'est incroyable. Sont-tu fourrés pour pas prendre Keegan Bradley? Ouais, mais je comprends finalement pourquoi ils l'ont pas pris. Je le sais. Puis Keegan Bradley, t'as pas fâché. Sa femme est en crise. Oui, sa femme est en crise. Mais lui, il est pas fâché parce que c'est les boys. Oh, il joue à comédie, je pense. Je pense qu'il était en crise. C'est un gars de la Nouvelle-Angleterre. Déçu. Très déçu. Mais il était pas dans la gang. Non, il n'est pas dans la gang. Et tu sais quoi, ça n'a rien changé. L'Europe a joué dessus de sa tête. C'était pas drôle. Non, ils ont joué dessus de leur tête. Mais être underdog, c'est bien plus le fun qu'être favori. De loin. Là. Et puis c'était à Rome. T'as-tu une ville plus prestigieuse? Ah oui. Donc, écoutez, c'est... Swing. Full swing. Full swing. Ça sent full swing. C'est pas pire. On parle de Rocco, on vire à full swing. Oui, c'est ça, ça va bien ensemble. Essayez le fait de l'air. Essayez de vous désabonner de Netflix. C'est impossible. Ben non. C'est impossible. Tu te désabonnes de Disney, tu te désabonnes d'Apple, tu te désabonnes n'importe quelle babelle. Même de Prime. Netflix, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Il y a toujours une nouvelle affaire.
Il y a toujours une patente, puis pas une, des fois 3, 4. Faut t'en laisser tomber des fois, là, mais il y a toujours de la viande. Là, c'est king. Il y a tellement de viande que les plateformes de cinéma régulières qu'on allait avant, Famous Players, Paramount, Ils sont en train de crever. Ben, sont rendus qui font du genre de Netflix. Tu payes un abonnement, tu peux y aller pendant le jour. C'est ça. Ça coûte pas cher, ça coûte 15$ par mois. mois. Sinon, il va mourir. Il n'y a plus personne. Il va mourir. Non, c'est pas beau. Là. Les cinémas, c'est vraiment, vraiment pas beau. Là. Qu'est-ce que tu as dans la boîte à pizza, Jerry? Bernie Sanders. Bernie Sanders. Voyons, si boire. Qu'est-ce que tu veux? Attends un peu. Il a encore volé de quoi dans mes affaires? Ben voyons. C'est correct. C'est Chris Jerry Angel. C'est vrai que Kate Middleton a été photographiée dans un banc de neige avec des mitaines? Voyons. T'as-tu vu ça? T'as encore volé une de mes affaires. Ben voyons! Ça va donc bien mal. Pige dans tes affaires. Oui, c'était Photoshop. Oui, c'est Photoshop. C'est ça. Elle s'est excusée royalement. Et on connaît maintenant la maîtresse. Ah ouais? Ben oui, on connaît la maîtresse. Le nom est sorti en Angleterre, la maîtresse. Puis comme son père, il en choisit une plus lettre. Oui, il y a une maîtresse, puis c'est pour ça que Kate a file pas. Exact. Oui, il y a une maîtresse. Ils ont tué, ils se coupent. Elle s'appelle Paul. Pas vrai. Non, c'est une fille. C'est une fille, mais comme... Tu sais, Kate, elle a mal vieilli, là. On va se le dire. Oui, elle a joué. Ça t'as un peu, là, ta barouette, là. Quoi? Chris, il n'est pas parti... le prince, il n'est pas parti avec, je sais pas, moi... Parti avec qui? Si bol. Christophe, c'est la mère de tes enfants, sa future reine. Non, c'est pas de ça que je parle, je suis d'accord avec toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Kate Middleton, quand on a commencé à la voir, comme sa sœur d'ailleurs, on a fait « Wow! Quelle femme! » Sa sœur plus belle, je pense. Ouais, mais là, plus là. Non, c'est ça. Non. Puis pas à le manger, puis pas à manger en passant tout d'un char. Sérieux? Oh oui. Hein? À traverser le parc des Laurentides, il y a une vanne qui est passée à passer en dessous. Puis elle a fait 2 km en pognant de saut. Ah, facile. Non, facile. À pogner un accident de char majeur. Accident de char. Mais Kate, parce qu'elle a embarqué dans la patente, là, les robes, les chapeaux, les cheveux. Oui, elle est là-dedans, c'est ça. Elle est devenue très... Mais les Britanniques vieillissent plus vite que les Nord-Américains. Ben, pour commencer, l'orthodontie, ils ne connaissent pas ça. Il y a juste le gars dans Live Golf, là, pas dans Live Golf, mais dans PG, Fitzpatrick. Oui. Il y a eu des broches pendant 10 ans, je pense. Il y a eu des broches pendant 10 ans. Il y a une job à faire là-dessus, ça a dû coûter 100 000. Ben, tu veux son père? Oui, mais on comprend. C'est la copie conforme de son père, puis son frère, c'est la copie conforme de sa mère. C'est ça, exact. Ça ressemble même pas. Oui, Fitzpatrick, là, son père, pour régler son problème de menton puis de dents, ce que ça prend, c'est une soirée dans la chambre à Mike Tyson. Oui. Il n'y a rien d'autre à faire là. Sinon, même un dentiste ne peut rien faire. Oui, il y a de faut quoi qu'il se fasse déboîter. Oui, mais il y a de quoi pour ça. Il faut avancer le menton. Oui, mais là, il faut que tu le casses rendu là. Non. Puis là? Tu mets comme un appareil puis ça pousse. Oui, mais ça, quand t'es jeune. Oui, quand t'es jeune. Non, à l'âge qu'il est là. Ah non, il est fini, lui, dans la tombe, c'est terminé. Non, lui, c'est une body shop, puis il n'y a rien à faire là. C'est le body shop. Mais la fille, là, d'accord avec moi, Jerry, qu'elle a... Kate Middleton. Tout est beau, là. Mais tu sais, les Britanniques, ils s'arrangent plus vieux. Tu sais, ils sont comme plus vieux un peu. Puis elle, avec la famille royale, elle est comme devenue plus straight. Avant, on la voyait en costume de bain, elle était belle, là. Mais là, elle est plus... Mais tu sais, c'est quand même une belle femme. Ouais, moi, je trouve que la nouvelle, en tout cas, la rumeur de la nouvelle blonde... C'est ça. C'est pas du même calibre, là. Non, vous l'avez vu? Vous l'avez-vous vu? Ben oui, je l'ai vu. Okay. Écoute, je l'ai vu dans Page 6. Ah, ben oui, Page 6. Oui. Ben oui, c'est la vérité. C'est des vraies places, là. Page 6 du New York Post. Excusez-moi, là. Si vous lisez pas ça tous les matins, vous êtes plus là. C'est ça, la page des potins, c'est Page 6. Voyons, depuis 40 ans. Depuis toujours. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que non. Mais il y en a qui aiment se mettre le bordel. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Succession, Rupert Murdoch qui va se marier encore. Oui! Il repogne ça, là. Oui! Hein? Le bonhomme se remarie encore. 90. Il est malade dans la tête. Ben, ça, on le sait. Là. Ben, c'est sûr qu'il est malade. Mais c'est bien patineux, vous autres. Il a le droit d'avoir une belle ride. Mais il a le droit. Oh oui, il est brossé. Il en reste pas long, là. Mais non. Il a le droit d'avoir une belle ride. Si lui, il veut encore donner des coups de nispé, ou il va avoir une belle à côté une fois de temps en temps, dans son lit, à côté de lui, même s'il ronfle, même s'il peut un peu. Non, il peut, lui. Lui, il a le droit de... Bon, premièrement, il va être gâté à mort. Là. Oui. Donc, tu disais, Jerry, excuse-moi. La face, c'est que Bernie Sanders, moi, j'étais sûr qu'il était caché dans le bois, dans le Vermont, en train de tricoter des mitaines. T'sais, moi, je pensais que le monsieur était parti. Christophe, il est sénateur du Vermont. Oui, moi, je pensais il remplit des jugs de Ben Jerry's. Des jugs de crème glacée.
L'affaire, c'est que lui, il est président du genre de comité sénatorial du travail. Puis là, il a sorti hier, après-midi. Là, l'affaire, là, il dit les Américains sont beaucoup plus productifs qu'avant. Lui, il se base des années 50 dans ce coin-là. Il dit les Américains aujourd'hui sont plus productifs. C'est Bernie qui parle, c'est pas moi, là. Là, il dit ouais. Là, vu qu'on est plus productif, on a besoin d'une qualité de vie. Et là, il va déposer un projet de loi privé pour mettre la semaine de travail à 4 jours semaine, mais avec le salaire complet. Ah. Là, j'ai dit, ben, tu veux dire 4 jours semaine, tu veux... ben non, là, j'ai checké à patente. Non, c'est pas... C'est 32 heures. Il veut mettre la semaine de travail à 32 heures. C'est ce qui fait que les Américains ne sont pas en récession, contrairement au Québec. C'est leur productivité. S'ils tombent là-dedans, on le sait. Là. Voilà, la semaine de travail... Le CAV, ce qu'il ne comprend pas, alors qu'il y a un laboratoire juste à 15 minutes de char de chez eux, voilà. Il y a un laboratoire qui montre que quand tu ne produis plus, tu t'appauvris et tu t'endettes. Pas bien compliqué. Là. C'est aussi simple que ça. Aux États-Unis, je parle de la semaine de travail officielle, normale, là, c'est 40 heures. Parce qu'on parle, la semaine de travail, c'est comme 40 heures. On s'entend-tu que c'est pas une norme bétonnée, là, mais c'est comme un genre de 40 heures. Lui, il veut mettre ça à 32 heures. 32 heures, travailler 4 jours. C'est ça qu'il veut, Bernie. Mais son projet de loi, il va être déposé. Mais l'affaire, c'est que il va avoir l'appui de beaucoup de démocrates. Parce qu'on comprend la patente. Là. Ça veut dire c'est un projet de loi qui peut rouler, ça, cette affaire-là. Mais si ça arrive, c'est la fin des États-Unis d'Amérique. Là. Oui. Ça, je peux te le garantir. C'est la fin. Parce que... Ouais, mais tu sais quoi, les États en tant que tels, ça passera pas. Là. Ah non, je comprends, c'est ça. Là. Parce que le Mexicain qui travaille le samedi, puis que lui, il veut faire de l'argent parce qu'il dit, Criff, j'ai 25 ans, en ce moment, Criff, j'ai du temps, je suis garçon, je pourrais travailler 80 heures si je veux, Chris. Je veux travailler. Non, ça passera jamais. Ça passera jamais. Tu vas travailler juste 32 heures. Même chez les démocrates, ça passera pas. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote sur Bernie Sanders qui est arrivé cette semaine? Qu'est-ce qu'il a fait? Live. State of Union, c'était la semaine passée? C'était jeudi passé. Jeudi passé. Donc, State of Union, les feeds de télé se sont comme connectés une demi-heure, 1 heure avant. Tu regardais tout le monde, les sénateurs, tout le monde a jasé. Démocrates, républicains, ça rit pas, puis ça se prépare avant que le Sénat s'en vienne puis qu'il marche. Puis qu'ils se prennent des selfies avec tout le monde. C'est épouvantable. J'ai jamais vu ça, une affaire de même. Biden prenait des selfies à tout le monde, donnait la main à tout le monde, blablabla. Il m'a donné la caméra est pointée sur Bernie Sanders avec le cornet qui est à côté, je ne sais pas c'est qui. Bernie Sanders dans ses mains, j'ai dit à Mme Punisher, j'ai dit, tu vois-tu la même affaire que moi? Lui, il a encore un masque dans les mains, un masque bleu. OK. Les vieux masques, là, les masques, c'est pas un N95, là, un petit masque bleu, là, les plus cheap. Là. Lui, il a un masque dans les mains. Mme Punisher, elle me dit, tu vois-tu la même chose que moi? Je dis, ben oui, je vois la même chose que toi. Il dit, il y a un petit masque d'hôpital, là, de petit, là, nurse, OK. là, dans les mains. Mais là, j'ai dit, non, arrête, là. Là, il était genre 9h moins 20. La caméra est venue 3-4 fois sur lui parce qu'il jasait, puis, tu sais, il pointait, là. Chacun leur tour. Il revient sur Bernie Sanders 2e fois encore, là, le masque, ça. Il l'a toujours dans les mains, là. Il rit. Tout le long, là. Il crache, il rit, il fait toutes les mains dans les airs, tout. State of Union commence, il a le masque d'en face. Parce que là, il pense que la télé, elle vient juste de commencer à 9h sur lui. Il a gardé le masque C'est ça. tout le long du State of Union, puis il applaudissait tout le long, puis il se levait avec les autres, puis tout. Quand on parle que c'est une fraude, ces gens-là, puis que ça vaut rien, bien, vous venez d'avoir une preuve. Moi, quelqu'un qui agit dans sa vie publique comme ça, lui, il ne pensait pas que les caméras étaient sur lui, là. C'est une fraude. Ce sont des fraudes. Toute la gang. Ouais, je pense que oui. Non, je pense que c'est... C'est de la comédie. Les hyper-socialistes, c'est plus une pièce de théâtre qu'on pense. Ça inclut toutes les Greens, ça inclut un paquet de monde dans des... c'est du monde qui se font un show, là. C'est ça. C'est pas si vrai que ça. C'est Hollywood. Non. C'est comme si c'était un scénario de film, là. Puis là, OK, on se déguise. Ils viennent pogner dans le personnage aussi. Oui, bien c'est ça. Ouais. Hollywood. Exact. Once upon a time. Un autre affaire dans la boîte à pizza, Jerry? Tu sais,
moi, je vais au théâtre la semaine prochaine. De temps en temps, je vais voir une pièce de théâtre. Quand ça m'intéresse, ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit intéressant. Et des fois, je vois... Parce que quand tu achètes des billets de théâtre, veux pas, tu vois passer des affaires de théâtre. Hein, c'est même que ça marche, ces réseaux sociaux. Puis là, je tombe sur une affaire. À première vue, tu dis, OK, ça a l'air spécial, mais ça peut peut-être être intéressant. OK, je dis bien ça, au conditionnel. Ça s'appelle « Aux grands mots, les grands discours ». Je vous explique. C'est 4 acteurs qui sont sur la scène et qui reprennent des parties de discours, des grands discours de l'histoire de l'humanité. Je vous donne un exemple. Martin Luther King à Washington sur le discours I Have a Dream. On a entendu, c'est un grand discours historique. Ils vont reprendre des bouts de discours comme ça. Exemple, Obama avec je sais pas, c'est Yes We Can, une chose comme ça. Après ça, mettons, il y a un discours sur les droits des femmes, un discours très ancien des années 1700. Après ça, il y a un discours de Mère Teresa. Il y a même un discours... Il y a un discours de René Lévesque à travers, c'est normal. C'est des péquistes, là. Mais il y a un bout de discours de George Patton. Patton, c'est le grand général Patton, le grand général américain. Sir, yes, sir. C'est exactement ça. Mais il y a un bout de discours de lui, puisque lui, c'était le commandant de l'armée de terre pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, pour les Américains. Patton, c'est un génie. C'est un génie, ça veut dire militaire. Puis il y a un discours. Tu sais, ça a l'air pas pire. Tu lis, je regarde ça, je dis c'est pas pire. Des bouts de discours, ça peut être le fun. T'sais. Je vous jure, là, je blague pas. Là. Il y a un discours d'Adolf Hitler. Attends une minute. Attends un peu. Là, moi, je m'en vais voir la pièce de théâtre. J'ai un bout de René Lévesque, j'ai un bout d'Obama, j'ai un bout de Mère Teresa, j'ai un bout de Martin Luther King, j'ai un bout de Patton. Après ça, j'ai un bout de... Il y a un bout du discours anti-juif d'Adolf Hitler. Ah non. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Je ne comprends pas. C'est le moyen pour ces artistes-là de passer leur message antisémite et pro-Palestine. Ça ressemble à ça pas mal. C'est pas d'autre chose que ça. Normalement, là, je vous le dis, là, normalement, là, ça devrait être partout dans les médias, ça. Là. C'est quoi cette histoire-là? Tu peux pas reprendre un discours d'Hitler. Tu peux pas reprendre. Ça se reprend pas, ça. Là, mais c'est de l'art. Non, oui, je sais. Pour eux autres, c'est de l'art, mais ils s'en servent pour ça. Non, c'est des écœurants, excuse-moi. Là. C'est des écœurants, des salauds. OK, c'est des salauds. Ça te montre que l'antisémite, puis... c'est comme banalisé. On le sait là, qu'il y a eu des croix gammées de cette... Alors, quel âge? Il y a des gens là-dedans qui sont assez âgés. Là. Dans cette génération-là, c'était très à la mode d'être à l'école normale avec une croix gammée. Là. Oui, il y a une période. Ben oui, il y a une période des chemises brunes au Québec. Oh, ouais. C'était des pro-nazis. Ça, c'est documenté, là, très, très bien documenté. Lionel Groulx, c'est un anti-juif. Là. Mm-hmm. C'est épouvantable que tu racontes là. C'est épouvantable. Non, c'est terrible. On savait qu'il y a du monde qui était gazé. Là. Ça, c'est... Mais là, tu me parles, c'est une pièce de théâtre au Québec. Là. C'est une pièce de théâtre au Québec qui a joué à Montréal, qui va venir à Québec. Je comprends l'histoire. Oui, mais attends un peu dans ton affaire. Ça l'a déjà joué à Montréal? Oui, ça a joué à Montréal. Il n'y a personne qui a parlé de ça encore? Non. Personne n'a parlé de ça. C'est Jerry Pizza. Ben oui, parce que... L'aubergiste qui découvre ça, lui. Ben, j'ai découvert ça pour une chose, parce que je me disais, ça peut être peut-être quelque chose de le fun à voir, parce que moi, j'aime les discours. Tu sais, il y a des grands discours, des fois, que je suis pas tout le monde qui aime ça. Là. Ça veut dire... un qui était très, très bon dans le discours, pour faire des discours, c'était Nicolas Sarkozy. Pas parce que j'étais un pro-Sarkozy. Oubliez. Oui, il était écœurant. Moi, je vous parle de la manière de livrer un discours. Obama était bon. Obama était très bon pour livrer un discours. Obama était extraordinaire. Donc, François Legault pendant la COVID, très fort. Écoutez les vidéos. Bon, mais là, on va rentrer à 8 heures. Hein? Oui. Puis là, vous devez, si vous sortez pour le chien, c'est une personne. Ça peut pas être les deux.
Il était inspiré par maman et papa. Oh oui, lui, c'était très petite vie. Là, j'ai pogné... couche de bout. J'ai pogné des ondes. Et à un moment donné, j'ai pogné ce qu'il y a Carlos dans sa tête. Ça arrive, on se parle pas du tout, là, mais on a des espèces de ondes électriques, je sais pas trop. Parce que je sais que Carlos, il y avait Carlos des petites notes, des histoires à raconter, le fun. Moi, j'adore les histoires, mais l'histoire tragique de Mark Coleman. Mark Coleman, c'est un gars qui a pris, il a 48 ans, je pense, ou dans ce coin-là. Lui, c'est un ancien, puis Carl, Carl, il le connaît très bien. Lui, c'est un ancien champion, je pense que c'est poids lourd. Heavyweight, de la UFC. Voilà, il était dans le poids lourd. En 97, lui, il était champion de la UFC. Une brute, là. Un vrai un born American que tu le regardes d'en face, t'as pas le goût de dropper, tu te sauves, là. Mm. Tu sais, il y a des combattants qui ont de l'air fins. Tu sais, ils ont de l'air gentils. Lui, il n'a pas de l'air gentil. Lui, il s'est arrivé en avant de toi. Lui, il est méchant. Lui, là, s'il se fâchait en avant de toi, là, juste la face, tu reviens de bord. Ouais. OK, lui, il était méchant tout le temps. C'est ça. Je ne sais pas le début de l'histoire, mais ça se passe en Ohio. Lui, Coleman, OK, il reçoit un appel, il dit la maison de tes parents est en feu. Le gars, il arrive chez ses parents et il décide de rentrer dans la maison. Ça peut, là. La maison est en feu, là. Ça n'a pas un peu de courage, on s'entend-tu? Mais là, lui, il dit mes parents sont en dedans. Mes parents sont en dedans. Il rentre dans la maison, il sort son père. Sur ses épaules. Sur ses épaules. Il dépose son père, il rentre dans la maison en feu, il va chercher sa mère. Il réussit à sortir sa mère, et là, il décide de rentrer dans la maison pour aller chercher le chien. Hammer était resté dans la maison. Le toutou. Son chien s'appelle Hammer. Mm. Il rentre dans la maison, va chercher le toutou, puis en sortant, il écrase parce qu'il a respiré beaucoup trop de boucan. Ça boucane. C'est épouvantable. Et le gars, Mark Coleman, il est écrasé là, arrive à l'hôpital, ils l'ont mis quasiment dans le coma artificiel, ils l'ont branché de partout. Puis hier après-midi, le gars s'est réveillé. Hein? Il a passé 2 jours, je pense 2 jours ou 3 jours. Comme, il pensait le perdre. Il était sûr de le perdre. Ah, il était sûr de mourir. Non, le chien, lui? Life threatening. Le chien est mort. Mais l'affaire, c'est que le chien, il était déjà mort dans la maison, je pense. Mais le gars, c'est un pur héros. Là. Oui, c'est un pur héros. Et le gars, il a un courage. Tu dis, ouais, mais c'est tes parents. Attends un peu. Non, il y a 99% du monde que tu pognes, surtout dans la gang qu'on connaît, là. C'est parce que Jerry, il y a une expression. Ceux-là qui restent enfermés dans la maison, là, tu penses-tu qu'ils vont retourner chercher maman, papa dans la maison en feu, toi? Il y a une expression de Jerry puis Jeff en anglais qui dit « Not all heroes wear capes ». Oui. Puis ça, c'est Mark Coleman. Mm-hmm. Très fort. Wow! Non, vraiment, là, ce gars-là, c'est un gros wow. C'est arrivé où, ça? En Ohio. En Ohio. Wow. Très fort. C'est parce qu'il est probablement arrivé... Moi, Jerry, de la façon que j'ai lu ça, puis tout, il est arrivé un peu... Il est arrivé quasiment en même temps que les pompiers, un petit peu en avant des pompiers, puis il a décidé que lui, il rentrait. Là. Puis ça va être que la maison était en feu. Là. Tabarnache. Non, c'est committed, là. Wow. Thank you, mon ami. Yes, sir. Mais j'avais un petit patinage en finissant. Donc. 2 petits patinages. Je sais que vous n'aimez pas ça. On a ici, j'ai ça à mourir, moi. Puis je sais que les pirates n'aiment pas ça, non? J'ai à mourir, le patinage. Hey, Rock Voisine est de nouveau célibataire. Ben voyons, il me semble que ça vient d'y arriver. Là. Non, mais t'as peu. Lui, Rock Voisine, il a eu 2 enfants avec sa première femme du temps. Okay, on s'entend-tu? Écoute, ses enfants, lui, il en a 2 grands. Il en a un de 18 ans, je pense, un de 16 ans. Puis cette femme-là, que je connais pas trop. Elle s'appelait-tu Hélène? Ouais. Peut-être. Il s'est séparé d'elle parce que lui, il s'est amouraché de Myriam Chantal. La jeune, là. Non, mais Myriam, oui, c'est ça. Il a passé 10 ans avec Myriam Chantal. Parce que lui, on a su la dernière fois, il y a 2 ans et demi à peu près, que lui et Myriam, c'était fini. C'est ça. Puis ils se sont connus au Capitole. Lui, il avait fait des shows au Capitole. Puis elle a travaillé au Capitole. Puis une superbe fille incroyable. Une beauté incroyable. Il s'est amouraché d'elle. Je crois qu'ils se sont mariés. Je crois. Là, mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle sortait avec son père. Là.
Il y avait beau être beau, là. Il y avait beau être rock voisine. Ben, la face, c'est que là, les mois passent et les années passent. Elle a fait 10 ans avec voisine. Puis, ils ont eu un enfant ensemble. Donc, Rock a eu 2 enfants avec une première femme, un bambino avec Myriam Chantal. Puis là, ils se sont séparés. Puis là, Rock, il est sorti avec Odile. Qui est Odile? Odile, elle est tout à fait magnifique. Odile, c'est une fille d'occupation double. OK. Mais là, ça a duré à peu près 6-7 mois, grosso modo. Puis là, ils viennent de se séparer. Donc, je dis aux filles, en ce moment, Rock voisine, il est célibataire. Donc, la fille de OD, l'affaire, c'est que la fille était dans un podcast avec Max Truman. C'est là qu'elle a révélé qu'elle était célibataire. Je pense que c'est une question de Max Truman dans un podcast avec Max Truman. Je ne sais pas, il y a une patente de sport. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris la patente. Là, mais Max Truman, là, il court après patente de... Il court après patente de OnlyFans pas mal, lui. Là. Mais Max, je pense que Max, il adore le patinage. Max, ça va finir un genre de maître patineur. Là. Oui. Dernière chose... À un moment donné, je m'en vais au Mexique, là, je m'en vais voir Coussa, là, je ne sais pas trop quoi. Parce que ça va voir Coussa. C'est le premier du trio du Canadien, elle. C'est quoi, là? Un genre de François Reny du Québec. François Reny du Québec, oui. Ou non, Édouard Rémy. Oui. Bonjour, ici Édouard Rémy. Édouard Truman. Édouard Truman. Dernière petite affaire vite, les boys. Dernière petite affaire vite dans la boîte. Là. Je mange la dernière bouchée de pepperoni. Là. Sophie Grégoire. Sophie, l'ex de Justin Trudeau. Moi, je l'arrangerais avec Rock Voisine, elle. Okay. Oh non, j'aime trop Rock Voisine pour ça. Mais parce que Sophie Grégoire a fait la première page du Elle Québec. OK. Elle est extraordinaire. La photo est extraordinaire. Sophie est tout à fait magnifique. La face, c'est qu'elle a fait en ce moment, elle fait la promotion de son livre qui va sortir au mois d'avril. Mieux se connaître pour mieux s'aimer. C'est le titre du livre. Les lumières allument-tu toutes dans ce temps-là? Ça sent le best-seller. Oui, mais ça sent la complication en tabarnache aussi. Ouf! Oui, elle a dit... qu'il y a du bon compliqué. Oui, il est en précommande, le livre. Jeff, j'ai pensé à toi, j'ai dit, je vais peut-être en le commander. Je le trouve cher un petit peu. 304 pages, 39 piastres. Je l'ai trouvé raide un peu, mais quand même, un peu avant au prix qu'elle veut. Là. Mais Mieux se connaître pour mieux s'aimer, c'est un livre axé sur comment se comprendre et comment comprendre nos émotions. Fait que j'ai... Ouais. Non, mais... À choisir entre les deux, je sortirais avec Justin. Là. Elle dit... Arrête, là, je te brasse, là. Non. Non. C'est Marmotte ou Pubis Jeff, il veut rien de compliqué. Jeff, il veut rien de compliqué. Non. C'est Marmotte ou Pubis doux? C'est marqué dans le milieu de son front, très, très compliqué. Très, très compliqué. Lapin à casserole. L'autre, il manque des affaires pour être compliqué, tu comprends-tu? Ouais. Mais je fais l'image. Ben oui. Hey, merci, Jerry. On se comprend bien. Ben oui, on se comprend très bien. C'est vraiment mélangé. Mr. White a l'air quasiment fessé. Là. On va y laisser du temps pour arranger tout ça. Lui, le grand producer, on vient. C'est le producer. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Alex, le pirate geek, est avec nous autres. Alex, on va parler de ton voyage en Nouvelle-Zélande. T'arrêtes de Nouvelle-Zélande. C'est loin, la Nouvelle-Zélande? C'est loin en chien, finalement. T'avais pas calculé ça, hein? Ben, innocemment, moi, je me disais, on part de Vancouver, ça va être un peu comme genre vers Hawaï, grosso modo, mais genre en Y, comme plus dans le sud, tu sais. Oui. Alors, finalement, tu te ramasses à Hawaï. Quand tu vois sur le genre de globe terrestre, on pense que c'est comme pas loin, mais... Ben, c'est parce que je vais jamais dans ce coin-là sur Google Maps, tu sais, donc je l'avais comme pas vraiment localisé. Je sais que c'était à l'est de l'Australie, mais je savais pas que c'était si au sud que ça, tu sais. C'est 14 heures d'avion là, de Vancouver, donc c'est loin en chien. Là. Et t'étais en été, par contre? Oui, ça, c'est le bout de le fun. Avec le gros soleil, 25 degrés, pas d'humidité, on était bien. Ça, c'est moins. On en parle tantôt, mais avant, je veux te parler de quelque chose, beaucoup de choses à jaser au niveau techno. Ouais. C'est quoi l'histoire de TikTok? Ils ont passé le genre de ban, c'est-à-dire que le Congrès, ça c'est une histoire de
Moi, j'ai mon côté conspi, là. Puis j'en parlais en dehors des ondes avec Joe Hamel cette semaine, puis on était à la même place. C'est pas parce que c'est les républicains qui amènent quelque chose que c'est brillant. Là. Non. Toutes les histoires qu'on reproche à TikTok, j'ai l'impression qu'on pourrait les reprocher aux compagnies américaines de techno qui ont des applications, qui sont qui ont de la pub, toutes ces choses-là. J'ai comme l'impression qu'en ouvrant cette porte-là, on donne les outils au gouvernement pour faire la même chose avec des joueurs qu'on aime, genre X. Exact. Moi, je vois ça comme une nouvelle mode depuis quelques années, c'est de faire des projets de loi ou des lois qui sont extrêmement vagues. On a la C-63 de Trudeau qui dit le hateful speech online. Okay, ouais, mais c'est quoi du speech hateful? C'est qui va définir ça? Mais c'est pas dans la loi, tu sais. Mais ça, c'est pareil. On va bannir TikTok. OK, parfait. C'est votre droit. Parce que là, le gouvernement a voté de quoi? Je pense que c'est la Chambre au début qui a voté ou le Sénat? Ça a passé la Chambre. C'est la Chambre au début? OK, parfait. Donc, ce qu'ils veulent, c'est faut que TikTok vende la version nord-américaine. Ou sinon, il y a des chances qu'ils soient bannis des États-Unis. En tout cas, ils vont commencer par eux autres, là, mais il y a comme je ne sais pas s'il y a une volonté connexe, mais on parle de l'Amérique du Nord. Donc, est-ce que ça inclut Mexique, Canada? Peut-être que oui. Et si jamais ils ne vendent pas à une compagnie américaine, eh bien, TikTok pourrait être banni. Et moi, c'est le genre de choses qui me fait freaker raide, là. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Il y a le côté protectionniste américain. Donc, c'est une entreprise étrangère qui a de plus en plus d'argent qui rentre dedans à cause des pubs. Donc, c'est un cash cow pour les Chinois, finalement. Donc là, tu dis, OK, là, ils veulent juste protéger leur investissement en publicité pour les garder aux États-Unis dans Facebook, Google. Fait que si la compagnie devient américaine, ou du moins il y a une branche américaine, l'argent reste aux États-Unis. Tu as cet aspect-là. Tu dis, OK, ça, c'est une idée. C'est pas nécessairement bon ou mauvais. Ça dépend comment tu le vois. Mais tu as aussi l'histoire, mais c'est les Chinois. Si c'est les Chinois, 3 petits points, c'est mauvais. Donc, automatiquement, il faut bannir les Chinois. Il ne faut pas que les Chinois nous espionnent. Il ne faut pas que les Chinois nous surveillent. Là, ils le font avec l'application en partie. OK, mais en Chine, c'est pas la même application. C'est éducatif. Ils n'ont pas de cochonnerie et de gens qui dansent ou de défis stupides, eux autres. Là. Fait que là, pourquoi est-ce que nous, en guillemets, le reste du monde, on a une version de marde de ce réseau-là, tu sais? Là, c'est OK, tu veux t'opposer à cette espèce de mode de réseau qui de ce que je comprends, OnlyFans, c'est devenu une patente de cul parce que le monde a décidé que ça devenait une patente de cul. Initialement, le concepteur de OnlyFans, c'était pas pour une patente de cul, c'était pour toutes sortes de monde qui voulait partir quelque chose. Beaucoup d'artistes qui font des comic books, des comic strips, comme dans les journaux, on avait... Donc, ça virait de même parce que le monde... Je pense que TikTok, c'est un peu la même affaire. C'est nous et nos insignifiances qui ont fait que TikTok est devenu... Il n'y a pas juste des affaires insignifiantes, des affaires que moi j'aime aussi, mais il y a beaucoup de choses insignifiantes sur TikTok, alors que les Chinois, eux autres, ils l'ont pris pour mettre des affaires... C'est un genre de Wikipédia vidéo, où ce que les jeunes peuvent, entre autres, apprendre plein d'affaires sur plein de choses. C'est ça. Donc, c'est très éducatif. Donc, c'est nous autres qui avons rendu ça de même très populaire. C'est pas les Chinois qui ont voulu... Les Chinois, ils ont créé l'app et la technologie, puis l'algorithme. Ouais. Mais toute la marde qu'on a créée dedans, c'est nous, là. C'est pas les Chinois qui ont fait ça. Oui, c'est ça. Le fameux mode d'influenceur avec leur niaiserie, c'est ça, c'est purement nord-américain / européen. Là. Ouais. Mais je me demande à quel point, tu sais, que les Chinois, ça peut aussi leur donner de l'information supplémentaire. Parce que, tu sais, de savoir que t'aimes, mettons, les équations mathématiques ou que t'aimes la géométrie, on s'en calisse. On peut pas vraiment te vendre rien. Mais de savoir que tu aimes, mettons, tel produit ou que tu consommes telle catégorie d'affaires, là, ça, c'est utile pour les annonceurs. Donc, tu sais, la vache à lait est beaucoup plus grosse aux États-Unis à cause de ça. Parce qu'en Chine, admettons qu'ils font la même chose, je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais tu as moins d'informations sur les gens parce qu'ils sont moins, totalement transparents sur ces plateformes-là, tu sais, au niveau de leurs intérêts. C'est ça. Donc c'est très, très différent, tu sais. Donc, c'est nous autres qui ouvrent beaucoup... Tu sais, on est là, peut-être que les Chinois nous espionnent. Ils n'ont pas besoin de nous espionner. Vous mettez tout sur les réseaux sociaux par vous-même. Tout à fait. Si tu veux vraiment, vraiment dire, moi, je ne veux plus embarquer là-dedans, premièrement, tu débranches tous tes haut-parleurs intelligents. Parce qu'ils t'espionnent. C'est exactement ce que j'ai dit cette semaine. Toutes les fonctionnalités de Siri, ces affaires-là, tu arrêtes ça. Tu t'achètes un Android qui est protégé, les espèces de téléphones Android qu'ils utilisent pour les researchers en sécurité qui sont justement toutes barrées, qui ont un OS qui n'est pas de Google, parce que justement, tu veux un OS qui est lockdown, qui a vraiment un contrôle total,
qu'il n'y aura pas Google qui peut flipper une switch et commencer à t'écouter. Des applications hyper fermées dans lesquelles il n'y a pas grand-chose. Hein? Des applications extrêmement vêtées que tu vas choisir seulement ceux que tu veux et aucun réseau j'aimerais social. ça, moi. Ah, c'était des beaux appareils quand même. Là, j'aimerais ça, moi. J'aimerais ça. Ah oui. Parce que moi, j'ai pensé à couper le Wi-Fi à un moment donné. Ben là, c'est parce que ça devient un peu difficile. On est rendu pas mal mobile avec nos appareils. Tu as ton laptop, il faut toujours que tu sois dans ton bureau, c'est pas idéal. Tu as ton téléphone, ben là, tu vas toujours prendre ton data de ton plan LTE, il va te coûter cher. Oui, mais j'hackerais celui du voisin. Ah oui, ça, c'est autre chose. C'est ça. Je veux pas me faire hacker, mais je hack les autres. C'est ça. Exact. Ça. Non, moi, c'est pas pour me faire hacker. C'est, je sais qu'ils m'espionnent, mais... on dit ça. Ils ont les outils pour nous espionner. Ah oui. C'est clair. On a nous-mêmes demandé aux Chinois de faire... Parce qu'on ne veut pas payer cher. Parce que si les Chinois n'avaient pas été là depuis 30 ans, pour être capable d'avoir la vie qu'on a là, quelqu'un qui gagne aujourd'hui, je ne sais pas moi, 60 000, 50 000 devrait gagner 100 000 pour avoir le même genre de vie qu'il a en ce moment. Donc... Les Chinois ont été extraordinaires pour le contrôle de l'inflation et ils nous ont permis d'avoir toutes sortes de bébelles très dispendieuses pour un prix qui est vraiment bas. Donc, mais on leur a donné toute la technologie pour qu'ils volent nos secrets. Oui. Maintenant, ils sont rendus qu'ils font des produits chinois qui sont quasiment équivalents à la qualité des nôtres, mais c'est nous qui leur avons donné les produits. Fais mes produits, comme ça, on en vend plus, moi, ils vendent moins cher, moi, ils vendent au volume, puis je vais faire beaucoup de profit. Parfait. Mais là, tu as donné les secrets industriels à ces gens-là. Donc là, eux autres, ils ont fait ça. OK. Ben, moi, je sais bien que... on a déjà découvert à un moment donné que je ne sais pas si c'était vrai, là. Peut-être que ça a été viré le bord, cette affaire-là, mais on disait qu'ils espionnaient dans des ordi, ils espionnaient dans telle affaire. Ça se peut que c'est toute de la bullshit, là. Mais je m'attends à ce que dans un produit ou deux, de tous les produits que j'ai dans la maison, probablement que les Chinois, s'ils ont affaire à voir quelque chose, comme le FBI est capable de voir mes caméras blink, j'imagine qu'ils sont capables de voir, par la technologie, ils sont capables de rentrer chez moi puis de voir ce qui se passe. C'est ce que je pense. Il y a différents niveaux. Comme, mettons, on va dire le plus simple. Là. Tu veux t'acheter une petite caméra comme tu as fait avec tes Blink, mais tu en prends une marque chinoise. C'est sûr que là, tu t'exposes à beaucoup. Parce que non seulement la compagnie pourrait avoir accès, c'est-à-dire le PCC, pas le PCC, mais le Parti communiste chinois, c'est le PCC, ou carrément... la caméra pourrait ne pas être sécuritaire et n'importe quel gens en sécurité pourrait facilement tomber dessus puis avoir accès à ton feed vidéo. C'est ça. C'est comme deux aspects. Mais les gouvernements utilisent souvent ces trucs-là qui sont non sécures pour les exploiter. Comme on a vu, je ne me rappelle plus si c'était Julian Assange ou si c'était Snowden, mais il y a des documents qui montraient qu'il y avait des failles de sécurité extrêmement importantes dans Windows qui étaient connues par les gouvernements américains, qui étaient constamment exploitées. Et en bout de ligne, ça servait à de l'espionnage entre les différents pays. Et qui dit pays, dit aussi compagnie, parce que ça peut être industriel. Dans le temps de Nortel, on se rappelle, il y avait des micros cachés dans un bureau de Nortel. Là, puis quand la compagnie. Le building était rempli de micros et de petites caméras à grandeur. C'est ça. Donc, Huawei, en ce moment, c'est tout du Nortel. C'est tout du Nortel. Et carrément, tu regardes même les motherboards des switch réseau, les composantes sont placées à la même place. C'est carrément des copies-collées. Là, Donc, c'est ça. Les compagnies qui ont racheté le building ont tout arraché les murs puis ont tout strippé parce qu'ils voulaient juste être sûr qu'il n'y ait plus rien. Mais ils en ont trouvé plein. Ils en ont trouvé plein, c'est ça. Puis il y en a plein comme ça d'affaires qui sont passées. C'est l'armée qui a acheté c'est l'armée canadienne qui a acheté le building. J'ai passé en avant l'autre fois, puis Denis me dit ils ont strippé toute la grandeur, ils ont trouvé plein d'affaires d'espionnage. Ils ont tout strippé, ils ont rien, ils ont tout checké. Ils en ont trouvé plein. C'est sûr. Donc, Huawei, c'est une création canadienne. Oui, exactement. Et ça a été la fin. C'est d'autres affaires. Il y a eu des ventes inventées, puis il y a eu un paquet d'affaires. Ils ont fraudé carrément. Mais je veux dire, au niveau des secrets industriels, se sont fait planter pas à peu près. Mais, OK, donc là, moi, mettons que je pense que c'est déjà fait. Ça, c'est mon côté un peu parano-conspi. Ça se peut que ça... Ils n'ont pas d'intérêt à venir voir chez nous. Peut-être que si j'ai un appartement ou une maison à un endroit stratégique, puis ils veulent voir quelque chose, ils vont se servir de moi. Mais tu sais, ma vie à moi, elle a zéro intérêt pour les Chinois. Mais ils ont probablement quand même les possibilités de le faire. Oui, ça, je pense que oui. Donc, TikTok. Est-ce que... Vas-y donc, Jerry. TikTok est banni de l'Inde depuis 2020. Oui.
Les Indiens ont banni TikTok. Il y avait énormément d'utilisateurs en Inde, même pas mal plus qu'ici. Je parle avant, parce qu'on dirait que c'est plus... Tu sais, TikTok, quand il est arrivé ici... Ça a commencé par l'Asie. Oui, ça a commencé par l'Asie. Là-bas, c'était très, très excessivement populaire. Puis ce que j'ai compris, c'est que sur TikTok, on s'entend-tu qu'ici, tu as quelqu'un qui... c'est TikTok, ici, le gars fait une recette de muffins. Puis des swings de golf, dans mon cas, moi, beaucoup de swings de golf. Des swings de golf, puis du monde qui font des niaiseries. Bon, OK, il y a bien d'affaires. Mais en Inde, à un moment donné, c'était utilisé parce que les autres, ils ont une frontière avec la Chine. Puis le long de la frontière, il y avait un peu de hate speech. Dans le sens, des groupuscules qui chamaillaient. Puis là, l'Inde a dit, ben là, si TikTok est là pour mettre la merde, on va fermer TikTok. C'est ce qu'ils ont fait. Puis le monde se sont jetés dans d'autres affaires. Oui. Ils disent ici qu'il y avait 150 millions d'utilisateurs monthly avant le ban. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est possible de bannir de quelque chose de très populaire. L'Inde l'a fait. Et là, on est en Inde, là, on n'est pas en Amérique. Là. C'est une autre situation. Mais c'est toujours drôle. Ça fait me penser un peu à celui qui dit « Qui a pété, ça sent le pète ». On dirait que c'est les pays qui sont réputés pour eux-mêmes espionner d'autres pays. Puis d'autres ont vu que c'est des pays amis. C'est nos amis. On pense que quand ils le font pour des bonnes raisons. Mais c'est drôle de voir que les Américains, avec les compagnies... Bon, il y en a des compagnies qui ne sont pas américaines. Là. Spotify, il y en a une. Mais généralement, les compagnies, ce sont des compagnies américaines qui sont dans les téléphones de plein de monde à travers le monde. WhatsApp, c'est américain. Oui. Facebook, c'est américain. X, c'est américain. Google, tout ce qu'il y a de Google, c'est américain. Ben, si les Chinois font ça, ça se peut que... Si on sait que des gens du FBI rentrent chez Twitter pour exiger des choses pendant une campagne électorale à la présidence, qui nous dit que le FBI ou la CIA ne rentre pas quelque part pour avoir de l'information sur un téléphone de quelqu'un qui sait que qui doit avoir une application quelconque de Google ou de Facebook en disant « Hey, j'ai besoin. » Puis je sais que dans l'histoire, il y a des protections. Puis, Apple ne donnerait jamais la permission, au FBI d'entrer dans le téléphone. On a déjà vu toutes des histoires de même. Mais ça, c'est officiel. Mais en réalité, quand on voit qu'ils rentrent chez Twitter, puis ils disent lui, il faut que tu gosses ça, lui, il faut que tu gosses ça, il faut que tu mettes moins d'emphase sur ci, il faut que tu mettes moins d'emphase sur ça. On a vu pendant la COVID avec Facebook et Twitter. Paquet d'affaires qui sont arrivées. Ouais. Donc, je veux dire, les Chinois, moi, c'est pas ma gang, là. Mais des fois, ce genre de contrôle-là, un peu chinois, là, moi, ça me fait peur. Là, on le fait parce que c'est facile pour nous autres de dire « Ah, oui, ils vont mater nos ennemis chinois. Ouais. Mais on sait qu'ils vont s'en servir pour autre chose qui sont des ennemis intérieurs. Mais oui, parce qu'ils vont écrire clairement dans la loi que ça va être un réseau social ou un site web. Puis ils vont nommer TikTok quelque part dans un document, mais dans la loi, dans ce qui va être voté, ça va être totalement ouvert. Fait que s'ils ne sont pas contents d'Instagram, ben, ils pourraient faire la même chose. Moi, c'est surtout X que je vois. Oui, c'est surtout X. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une façon détournée. On va taper sur TikTok parce que c'est chinois et c'est facile. Puis il y a peu de monde aux États-Unis qui vont se lever pour dire non, il faut défendre les Chinois. Mais après ça, c'est contre X, ça, c'est officiel. Puis, ou d'autres réseaux comme Rumble, qui essaie aussi de sortir son épingle du jeu en étant beaucoup plus ouvert, ou Substack qui permet de faire des newsletters en ligne très facilement et qui n'a aucun contrôle sur le contenu, qui dit carrément liberté d'expression, vous dites ce que vous voulez, même il y a du monde qui monétise leurs affaires, des affaires très louches par moment, mais ça permet aussi à des gens qui sont dits conspis ou autre chose d'avoir tous ceux qui sont barrés pour des affaires que, un peu, ils ont couru après. Mais d'autres, des fois, tu te dis, on met ça quand t'es barré de YouTube. Ben, ils s'en vont sur Rumble. Rumble qui lance son cloud en passant pour les gens qui. Donc, rumble.cloud qui a été lancé, je pense, dans les derniers jours. Donc, grosse business à venir. Mais ça, c'est l'ennemi. Tu sais, les Rumble, les X, c'est l'ennemi. Parce qu'on l'a vu cette semaine. À un moment donné, je lis, il y a quelqu'un chez les démocrates qui dit ouais, l'algorithme de X
est là pour manipuler les affaires, puis là, nuire aux démocrates par Biden. Puis là, chose, il répond, Elon Musk, il répond à ça, il dit, mais non, il dit, mon algorithme est rendu open source. Il dit, tout le monde peut aller jouer dedans. Non, oui, mais là, ils le feront pas parce qu'on ne comprenne rien de ce qu'ils vont lire. Je sais bien, mais il doit bien y en avoir dans la gang qui comprennent un peu. Là. Oui, mais combien de fois est-ce que tu vas voir un politicien qui va s'attaquer à un sujet technique, peu importe le domaine? Là? Open source, il ne sait même pas ça veut dire. En partant. Fait que, mais ils ne sauront jamais ce qui est écrit là-dedans. Ils vont jamais prendre le temps de l'étudier. Ils vont juste dire, viens, on t'invite, on t'oblige à venir, viens témoigner, viens te faire questionner par du monde qui te demande comment ça marche, là, l'Internet sur mon téléphone. Hey, oui, c'est ça. C'est une gang d'idiots. C'est ça. C'est des dummies technologiques. La fameuse, c'est quoi, c'est en 2000, je ne sais pas trop, 4, 5, 6, Series of Tube pour l'Internet. Là, c'est une série de tubes. Ben oui, c'est ça l'Internet, c'est une série de tubes. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Chinois, d'après toi? Moi, je pense qu'ils vont peut-être s'écœurer de ça, puis ils vont carrément vendre la division américaine à une compagnie américaine. Oui, mais là, est-ce qu'ils vont... Tu vends à une compagnie américaine. On le sait, les compagnies qui sont intéressées. Ça me surprend même pas que ce soit Musk. Rumble a offert ses services avec son cloud, comme tu dis. Exact, Rumble a offert ses services. Je sais qu'il y a des gros joueurs plus traditionnels comme, je pense, Adobe ou je ne sais pas trop qui. Dans le temps de Trump, c'était arrivé. Il avait déjà créé comme une entité américaine, puis c'était le gars d'Oracle qui avait comme c'est le gars d'Oracle là-dedans. Donc, exact. C'est le gars d'Oracle. Donc, ça se peut que ça soit ça. Est-ce que les Chinois vont donner leur sauce? Il y en a qui vont dire, l'algorithme de TikTok, tout le monde trouve que c'est bon, là, mais dans le fond, toute cette techno-là, elle existe déjà, donc il n'y a rien de vraiment secret. Mais les autres, les Chinois doivent dire, non, moi j'ai une sauce secrète, puis je ne veux pas la donner. Là. Je veux dire, je ne veux pas la donner parce que la valeur de cette affaire-là est très, très grande. Elle est au-delà de TikTok en tant que tel. Là. Oui. Ça peut servir à plein d'affaires, c'est ça que je veux dire. Oui. Il pourrait faire un autre réseau social carrément copié, mais avec Made in USA. Là, mais moi, je pense que, comme tu dis, la sauce, ils vont tout faire pour faire le minimum légal nécessaire pour répondre à la loi. Un peu comme Apple en Europe, là, avec toute l'histoire des App Store, puis de Epic Games et tout, puis toute cette saga-là, Apple a répondu à la loi, mais ils l'ont fait de façon super cochonne. Fait qu'ils vont faire pareil. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Parce que j'ai vu que Apple... Moi, je trouve ça dangereux, dans un certain sens, que les Européens demandaient. Là. Sur l'histoire des fils, je suis correct, là, mais là, ils demandaient d'avoir un genre de App Store. Ils veulent plus avoir un monopole du App Store. Oui, mais ils demandent parce que ce qui arrive souvent là, de ce temps-ci, c'est que, mettons pour les jeux vidéo, sur PC, tu vas avoir le Epic Game Store, qui est un magasin en ligne de jeux. Donc, ils ont leurs propres jeux, mais ils ont aussi d'autres jeux. Tu vas avoir Steam, qui est un autre Game Store super populaire, où tous les développeurs indépendants mettent leurs jeux, entre autres. C'est des super plateformes parce qu'il y a beaucoup de monde là-dessus. Puis tu peux vraiment dire, moi, je suis indépendant, je crée mon propre jeu, je le mets là-dessus, puis je peux me rendre millionnaire du jour au lendemain. Il y a des gros succès comme ça. Donc, mais ça demande un environnement ouvert. Mais sur les appareils iOS, donc iPad, Mac ou iPhone, tu as un App Store, puis c'est Apple. C'est lui qui gère la vitrine, c'est lui qui gère l'infrastructure et tout. Donc, il y a un côté plate à ça. Ce contrôle-là, il y a un côté plate, mais en même temps, il y a un côté sécure. Parce qu'on sait que toutes les apps qui passent pour être acceptées par Apple ont été vérifiées dans une patente par des codeurs, puis ils checkent les lignes, voir s'il n'y a pas de porte d'entrée pour de la crosse, des patentes de même. Est-ce que je me trompe? Sauf que c'est pas très fiable. Non? Non. Il y a eu des casinos en ligne illégaux qui ont popé dans des jeux de petits singes qui sautent. Plein d'affaires comme ça. Donc finalement, ils font ça, ils tournent les coins un peu, ils tournent les coins ronds. Ben, c'est ça, c'est qu'ils vont pas regarder ligne par ligne. Ce qu'ils vont recevoir, c'est comme l'application compilée, puis ils vont avoir des checks qu'ils vont faire pour voir ce que les gens y font, mais c'est très facile, ça a l'air de cacher des trucs là-dedans. Ah, OK. Je pensais que ça sécurisait la patente. Ben, en théorie, oui. En pratique, c'est beaucoup plus basé sur la confiance. Donc, mettons, tu es un développeur qui a une app depuis, mettons, 5-6 ans, tu as fait 26 versions différentes, puis tu as toujours eu une bonne relation avec Apple, ben, tu vas avoir une mise en marché plus rapide. Parce qu'ils vont dire, on te prend une trust, ça fait longtemps que tu travailles avec nous. Mais il y a du monde qui vont racheter des compagnies pour avoir leur genre de ID, puis là, ils vont mettre une application louche dans l'eau, puis ça va passer assez rapidement au travers du filet. Fait qu'il y a plein de façons de contourner les sécurités. Donc, oui, en théorie, c'est mieux. En pratique, c'est pas parfait. Mais d'un autre côté, tu peux aussi faire un entre-deux. Il n'y a rien qui t'empêche d'exposer, d'offrir un genre de App Store ouvert, parce que les gens peuvent créer leur propre App Store, mais passer par l'infrastructure d'Apple pour les paiements, ces choses-là, les notifications, ces affaires-là. Parce que ça, ce que les Européens voulaient plus, c'est que, puis j'avoue, là, moi, étant moi-même un vendeur de contenu, de ne pas vendre directement sur l'app, parce que quand tu vends avec Apple, il y a 30% de commission donnée. Exact. Donc, ce monopole-là, c'est
c'est cet abus-là de Apple qui a poussé les Européens à faire ça, j'imagine. Exact. Tout a commencé à là. Puis le plus drôle, c'est que dans la poursuite avec Epic Games, en cours, il y a eu sorti des courriels qu'il y a eu. Puis Phil Schiller, qui était le président de marketing là, chez Apple pendant des années, avait déjà énoncé, déjà en 2009 ou 2010, il dit, ben là, le 30%, là, on devrait bientôt le baisser parce que là, ça commence à être un paquet de troubles à gérer parce que, oui, on a construit toute l'infrastructure, mais elle est là puis elle fonctionne là. Fait qu'on pourrait rester compétitif et en redonner plus aux développeurs en baissant le 30 à, je sais pas moi, 20 ou 10%, tu sais. Et dès le début, lui, il avait déjà dit, il ne faut pas s'accrocher au 30%. Mais Tim Cook et compagnie ont dit, on fait de l'argent comme de l'eau, on va laisser ça à 30, tant qu'on peut, tu sais. Tout ça. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine logique. Tu sais, moi, le service qu'on utilise, qui est Supercast, qui nous permet d'être sur toutes les applications avec la version payante, tu sais, il nous demande 5%. 5%, plus un montant, je pense qu'il y a un montant, plus les frais de quelques pourcents de carte de crédit. C'est sûr qu'à chaque mois, tu vois un montant. Tu aimerais ça garder dans ton compte de banque. Mais si je calcule combien ça me coûtait auparavant avoir une équipe qui gérait mes patentes, c'est ça. Ça me coûtait beaucoup plus cher que le 5 que je leur donne. C'est clair, ça c'est clair. T'sais. Mais il faut que le pourcentage soit raisonnable. C'est ça, à 5, je trouve ça raisonnable. Si on avait demandé, même les Patreons de ce monde, en 12-15%, si tu pars à zéro, c'est pas grave. Mais quand ton modèle est déjà bâti, je veux dire, c'est beaucoup d'argent, là. Oui. Tu sais, mettons que tu as un chiffre d'affaires de 1 million de dollars. Tu donnes 150 000 piastres pour être sur une plateforme. Oui. C'est beaucoup dans ton chiffre d'affaires. Là. Ça fait, on dirait un gouvernement, là. Oh oui, travaille pour moi, fais du contenu, travaille fort, puis moi, je vais aller te chercher ton profit. Moi, ce que sans j'aime effort. Dans le pattern, c'est souvent qu'il va y avoir des... C'est un peu comme ça pour Apple en ce moment. C'est que pour les subscriptions, la première année, tu as un montant fixe, mais la deuxième année, ça baisse. Si les gens restent abonnés, tu sais. Ça, je trouve que c'est un beau modèle parce que tu dis, c'est sûr qu'au début, tu as un nouveau client, comme mettons Radio Pirate, arrive sur un service, il va avoir des coûts initiaux, puis il va avoir un setup, il va avoir beaucoup de coûts. Donc tu dis, OK, parfait, 10%, c'est correct, fine. Mais la deuxième année, si tout le monde reste abonné, ben, tous ceux qui seraient à bas. Tu n'as pas eu plus de développement, tu es à 8% ou à 7% l'autre année, puis tu descends jusqu'à 5%. Drop à 4, drop à 5, je ne sais pas, pour justement être. Non seulement encourager la personne qui fait le contenu à dire, hey, tu as des abonnés, arrange-toi pour les garder. Ça fait du contenu, garde ma plateforme en vie. On va travailler ensemble. Hey, avant de parler de la Nouvelle-Zélande, on va le faire sur le Prime. Juste, as-tu une nouvelle au niveau de l'intelligence artificielle? On sait que le Québec est un leader en intelligence artificielle. D'ailleurs, on a vu dans le budget cette semaine qu'on va... Bravo à cette intelligence-là. L'épicentre de l'intelligence artificielle, on sait que c'est le Québec. D'ailleurs, ça va coûter 900 millions de dollars. Je veux que tu m'expliques ça. Là. 900 millions de dollars d'enlever des fax dans le réseau de la santé et remplacer les fax, ça va coûter 900 millions. 1 milliard. Comment ça peut arriver, ça? Incompétence. Je peux pas dire autre chose. Écoute, il n'y a pas une technologie aujourd'hui qui peut justifier 1 millième de ça en termes de dépenses, mais le gouvernement va s'arranger pour rendre ça tellement compliqué, tellement dur à gérer, qu'il va devoir embaucher, puis on va avoir un autre 800... Ah, mais il va embaucher quoi? Ben, des gens pour gérer le système. Parce qu'il ne va pas prendre un système qui marche bien par lui-même, tu comprends? Il va prendre un système qui va demander à chacune des petites entités, des CLSC, des bureaux... Qui envoie des emails, Calva, ou c'est quoi cette histoire? Ben non. Il faut que tu ouvres un billet, puis là, tu vas avoir quelqu'un qui a un genre de helpdesk. Le helpdesk, qui va transférer ça à un 2e niveau, puis un 3e niveau. Puis si t'es chanceux, le 7e niveau va faire la job. Mais dans 6 mois, tu sais. Mais tout ce monde-là qui travaille pendant 6 mois, ils vont être payés. Ça va coûter. Ça va juste... Oui. Je sais pas quoi dire. C'est juste... Si tu veux me rejoindre, là, c'est clsc.qc.ca. Envoie-moi ça là, Chris. Arrêtez, tabarnak. Ben oui. Chris, envoie-moi des emails. Chris, ça se règle dans la journée, ça là. Non, mais je pense qu'ils ne comprennent pas la patente. Je pense qu'ils... Je vois pas la patente. C'est-tu parce qu'il est rendu au bout? Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est quoi l'histoire? Mais comment ça se fait que toutes les entreprises du monde ont enlevé les fax sans que ça coûte rien? Oui, c'est ça. Et eux, ça coûte 1 milliard. C'est le bout que... Pourquoi eux, ça coûte toujours 1 milliard, peu importe ce qu'ils font? C'est juste des compétences. Je peux pas l'expliquer.
Tu sais, je me dis, on n'est pas les seuls qui ont besoin d'envoyer des documents qui peuvent être confidentiels. Il y a plein de systèmes qui existent déjà. Il y a plein d'affaires qui roulent. Pourquoi un document serait aujourd'hui plus confidentiel par fax que par email? Oui. Non, il ne l'est pas, c'est ça. Les deux sont totalement ouverts. Donc, ça, il ne faut pas se leurrer. Mais si tu changes ton système, tu viens de changer pour un système qui est plus sécuritaire, pas moins sécuritaire ou égal. On s'entend, là. On est quand même en 2024, on n'est pas en 1970. Donc, tu sais, pour comprendre qu'en 70, il fallait que tu viennes te brancher sur le Mais encore là, qu'est-ce qui envoie de si sécurisé, qui a besoin d'être si sécurisé? Ça peut être des documents, mettons l'Agence du revenu, là, tous les documents financiers des gens. Ça sort malencontreusement, c'est de l'information personnelle qui pourrait aider des gens à voler ton identité. Sinon, les documents médicaux, ça pourrait sortir, puis là, ça pourrait se ramasser dans les mains de personnes mal intentionnées. C'est des choses privées quand même. Là, tu veux pas que ton mais ça, il n'y a pas de solution dans le monde. Là. Il y en a plein. Salesforce ou des gros groupes de même font pas des patentes que des villes dans le monde ou d'un État dans le monde ou un système gouvernemental. Il y a certainement des solutions qu'on loue, qui nous coûtent un montant par mois, qui sont déjà créées. Ben non, le modèle québécois, c'est qu'il faut faire tout à notre façon. On est spécial. Christophe, ça signe pour des... L'entreprise où ma blonde travaille, là, ils signent des promesses d'achat de plusieurs millions de dollars avec une signature électronique. Là. Ben oui. Christophe, là, c'est pas une transaction de 2 piastres, puis c'est pas une patente, un grand-maman à prendre des pilules. Là. C'est pas ça. Là. Christophe, c'est une bassiste qui vaut 5 millions. C'est la DocuSign de ce monde. Là. Voyons, tout offrir ça, des affaires sécurisées. Il offre la plateforme, il offre des intégrations avec plein d'autres services. Donc, tout existe, là. C'est juste qu'on dirait que... Mais mettons que ça coûterait 1 million par mois avoir le... Comment ça s'appelle ça? C'est un SAP, je sais pas trop quoi, là, la location par mois. Un SaaS. Ouais. Donc, un service... c'est ça. Server as a service, ouais. Ouais, c'est ça. OK, on comprend, là. Mettons, ça coûte 1 million par mois. Oui. Pour la santé, puis le ministère, puis 1 million par mois. 12 millions par année. Chris, avant d'arriver à 900 millions, on va prendre beaucoup d'années, là. Oui, mais c'est même pas le coût de la plateforme. Peu importe qu'est-ce qu'elle est, là. Ça va être la façon qu'ils vont la gérer. Tu sais, c'est la même façon que tu regardes, là, ils font la voirie, ils vont réparer un trou. T'as un gars qui pète, puis 12 gars avec les bras croisés qui vont regarder. C'est ça qui coûte cher. C'est pas le gars qui pète qui coûte cher. C'est les 12 autres qui le regardent faire. Oui. Mais ça va être pareil. Ils vont mettre une structure autour de cette bébelle-là qui va faire que ça va être pas gérable, ça va prendre full de délais. À cause des délais, ça va prendre plus d'intervention humaine. Et en bout de ligne, une action va générer, mettons, 70 heures de travail par quelqu'un ou plusieurs personnes. Mais là, si tu as 100 actions par semaine, c'est 700 heures par semaine de travail qu'il va falloir que ce soit fait par des humains. Mais c'est combien de fonctionnaires, ça? C'est-tu Kerr qui va s'en occuper? Ça faudrait pas. Si c'est Kerr, c'est bon, on est foutus. Si c'est Kerr, là, c'est vrai que tous nos documents vont arriver en Chine livrés sur un plateau d'argent. C'est clair, là. Ça, c'est sûr. Hey, on est avec notre chum... écoute, je pense que je l'ai même pas dit. J'ai-tu dit, on est avec Alex le Pirate Geek? J'ai-tu dit au début? Oui, je pense que oui. Oh, on l'a dit, hein? Donc, Alex le Pirate Geek est avec nous autres encore sur le Prime. On va jaser de son voyage en Nouvelle-Zélande et de plein d'autres affaires sur Radio Pirate Live. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.